Salut, moi c'est Aurélie, j'ai 19 ans et aujourd'hui on va interviewer des étudiants de l'ISC Paris Campus Orléans sur la question de la jeunesse et de l'entrepreneuriat au féminin pour l'association Voyelle. Alors, présentez-vous les garçons. Je m'appelle Anton, je suis en deuxième année à l'ISC. Voilà. Et les autres, pareil, deuxième année et bientôt 20 ans. Ok, super. Alors, citez-nous un exemple de métier qui vous vient à l'esprit quand on parle de métier de femme. De ménage. J'aurais dit la même chose, pour le coup. Ok. Caissière, Caissière, ouais. peut-être Oui, c'est vrai aussi. secrétaire. Secrétaire, c'est vrai, dans les hôpitaux souvent. Infirmière aussi. Infirmière, oui, il y a métier plus dans le social, dans le centre. Ok. Moi, je dirais caissière. En plus, j'ai déjà goûté à l'expérience et j'ai été entourée que de femmes. Il y avait un ou deux hommes pour une vingtaine de collègues féminines. Moi, je pense plus à secrétaire ou réceptionniste. Pensez-vous que les salaires des femmes rejoignent progressivement ceux des hommes? Très très doucement parce que je pense que si ça avançait tant que ça, on aurait moins de personnes qui manifesteraient pour que justement ça avance plus. Donc tout doucement, vraiment tout doucement. Ouais, je sais pas si c'est vraiment tout doucement, mais moi je pense aussi que c'est le cas. Parce que déjà quand on compare avant, c'est quand même un peu mieux. Et je pense que les mentalités évoluent, celles des hommes y compris, donc je pense que ça va dans le bon sens. Mais il y a encore du chemin. Ok. Compliqué actuellement. Enfin, il y a des métiers qui s'en rapprochent de plus en plus, mais il y a d'autres métiers, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Par exemple, dans tout ce qui peut toucher secrétariat. Par exemple, il y a des hommes qui vont faire secrétaire, ils vont gagner beaucoup plus qu'une femme qui fait secrétaire. Non, j'avoue que je sais pas exactement, j'ai une vision un petit peu plus pragmatique. Je pense vraiment que si les femmes étaient payées moins cher que les hommes pour le même poste, il n'y aurait plus d'hommes qui travaillent. Tout simplement. Donc je sais pas. Mais au vu de ce qui se passe, oui, les femmes tendent à gagner un petit peu plus, c'est sûr. Pensez-vous que les femmes occupent une vaste palette de métiers identiques à celle des hommes? Bah oui et Enfin, non, je pense que ça évolue quand même positivement. Ouais. Je pense que ils sont pas égaux, ça c'est sûr et certain. Je pense que les hommes ont plus de facilité peut-être à occuper des métiers de femmes, mais je sais pas. Après, c'est des métiers différents. Enfin, peut-être qu'il y a autant de métiers différents, mais pas du tout les mêmes. Oui, maintenant oui. Ouais. En fait, il y a des métiers qui sont plus exercés par des hommes et des métiers qui sont plus exercés par des femmes. Je pense que ça s'équilibre au final. Non, par exemple, si on prend l'exemple du BTP, dans le BTP, il y a 90% c'est que des hommes. Mais après, dans d'autres métiers, c'est 90% de femmes. Quand on regarde infirmière, aide-soignante, c'est presque que des femmes. Donc ça dépend des types de métiers, des branches finalement. Je pense qu'à l'équivalence, c'est à peu près pareil. Comme je disais, BTP, infirmière, même éboueur et secrétaire par exemple. Donc je pense qu'au final, ça se rejoint un peu. Vrai ou faux, les métiers mixtes représentent au moins 30% de l'emploi? En vrai, 30% c'est pas énorme. C'est moins de la moitié. J'en ai aucune idée. Moi je dirais vrai. Vrai? Vrai. Vrai? Ouais, vrai. Ouais, je sais pas la stat, mais allez. Vrai. Ok. Et enfin, pensez-vous qu'à la sortie du système éducatif, les filles sont plus diplômées que les garçons? Clairement. Sans hésiter, au niveau scolaire, les filles sont plus sérieuses que les garçons. Et c'est bizarre qu'il y ait autant de différences après au niveau professionnel. Est-ce que vous pensez qu'elles font plus de longues études ou plus d'études tout court? Plus de longues études. Ouais, oui, Ouais. du coup, parce qu'elles s'accrochent plus, plus déterminées que des garçons. Elles sont plus studieuses, donc ça les incite à faire des études plus longtemps. je pense. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Alors. Merci. De rien. Oui. Je crois. Je te suis, oui. Ok, merci. Moi je pense que ouais finalement parce que les filles souvent ils travaillent plus que les garçons, enfin souvent les garçons ils arrêtent avant et ils sont moins travailleurs que les femmes en général. Je pense que ouais, au niveau diplôme aussi, mais il y a peut-être des diplômes un peu plus littéraires, c'est peut-être pour ça. Après, je sais pas, mais je dirais oui, quand même. Ok, super. C'est tout pour moi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence live à l'occasion de la 7e édition des Rendez-vous Voyelles. Alors que ce soit ici en présentiel à l'ISC Paris Campus Orléans,
en live sur nos réseaux sociaux ou bien peut-être plus tard aussi en replay puisque vous pourrez tous voir et revoir l'émission en replay. Donc le thème de cette année, c'est jeunesse et entrepreneuriat féminin. Là, nous avons eu une première mise en bouche avec cette vidéo réalisée par les étudiants de l'ISC que nous remercions. Et avant de débuter nos 2 tables rondes, je vais laisser la parole à la présidente de Voyelle, Cécile Benzimra, qui va nous en dire un petit peu plus sur Voyelle et sur nos rendez-vous Voyelle. Merci Vanessa. Bienvenue à toutes et à tous en cette journée internationale pour les droits des femmes et pour cette 7e édition des rendez-vous Voyelle. Alors, je suis ravie d'être parmi vous ce soir en présentiel, enfin. Je pense qu'on retrouve le chemin du présentiel, et ça, c'est chouette. Et d'avoir l'honneur de co-animer cette conférence avec Vanessa De Broeker, membre Voyelle très active depuis la création de l'association en 2011 et en charge de l'organisation de cette conférence et de relations presse pour cette journée. Quelques mots sur l'asso. Donc Voyelle, c'est une association féministe fondée en 2011 par un petit groupe de femmes pour accompagner des femmes dans leur parcours professionnel. Voyelle compte aujourd'hui un peu plus de 40 membres, hommes et femmes, et est organisée en groupes de travail et de commissions. Nous travaillons sur différents sujets, les sujets de l'éducation en intervenant dans les établissements scolaires, notamment grâce à notre agrément éducation nationale. Nous travaillons également sur le marrainage avec un partenariat que nous avons avec la couveuse d'entreprise PES 45 pour accompagner des jeunes femmes en cours de création d'entreprise avec notre programme Progel, qui est un co-développement sur une dizaine de séances à l'année. Nous nous réunissons également une fois par mois lors d'un club. C'est l'occasion pour les membres d'échanger autour d'un sujet qui les concerne pour leur entreprise, leur management, leur vie personnelle, professionnelle. Et nous avons également la commission bien-être qui nous permet d'expérimenter des choses pour notre bien-être intellectuel et physique. Et enfin, nous avons cette commission d'organisation des rendez-vous Voyelle. Les rendez-vous Voyelle qui sont nés il y a maintenant 7 ans. Alors au départ, par pur militantisme, on ne voulait pas faire d'événement lors de cette journée du 8 mars. Mais finalement, on s'est dit quand même que c'était une belle vitrine parce que malgré tout, l'association Voyelle étant très reconnue sur le territoire, on est souvent interrogé à cette occasion et on s'est dit, ok, pourquoi pas, dans ce cas-là, créer les rendez-vous Voyelle. Donc le thème de cette année, comme l'a dit Vanessa, c'est la jeunesse et l'entrepreneuriat au féminin. Donc, je vous propose de démarrer cette conférence avec un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui et notamment du rendez-vous Coup d'aile avec Stéphane Landré. Petit micro. Bonsoir. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai participé à l'organisation de ces rendez-vous Coup d'aile. Donc, qui sont une initiative de l'association depuis la première édition des rendez-vous Voyelle et qui permet d'apporter un temps d'écoute à des femmes entrepreneurs ou des femmes porteuses de projets en l'occurrence. Donc aujourd'hui, entre 11h et 15h au studio 16, place du Martroi, nous avons accueilli 18 femmes qui avaient des projets ou des interrogations autour de projets, voire qui avaient des entreprises, et une dizaine de membres de l'association, bénévoles, ont passé du temps avec elles, en moyenne 45 minutes, 1 heure, pour qu'elles puissent s'exprimer en toute confidentialité par rapport à une problématique que nous leur avions demandé de préparer un petit peu, puisque elles s'étaient inscrites à l'avance et j'avais pris le temps d'interroger la plupart d'entre elles, au moins celles qui m'avaient répondu, téléphoniquement pour préqualifier un peu leur projet. Donc ces entretiens s'inscrivent complètement dans la mission de Voyelle. C'est quelque chose qu'on ne fait que le jour des rendez-vous Voyelle, pardon, mais qui s'inscrivent complètement dans la mission de Voyelle, d'aider les femmes à trouver ou retrouver confiance en elles ou dans leurs projets. Donc ça permet aussi de leur donner un regard positif et qui leur permet d'avancer d'une façon plus proactive. Donc cette parenthèse permet aussi, bien évidemment, à Voyelle d'être identifié plus fortement sur le territoire et au niveau local, en ouvrant au grand public une initiative qui porte ses valeurs, déclinées tout au long de l'année, comme l'a dit par exemple Cécile au travers de la commission Progel, qui là accueille une dizaine de porteuses de projets pendant une dizaine de mois, enfin sur une dizaine de rendez-vous. Bon, d'ailleurs,
au-delà de ces coups d'aile, c'est vrai que moi je suis particulièrement fier et heureux de pouvoir participer depuis 5 ans à ces rendez-vous de marrainage, donc cette commission Progel, et entre autres avec Isabelle, d'avoir pu découvrir la force de ce qu'étaient les techniques et la méthode du CODEF. Voilà. Merci Stéphane. Et on parlera durant... Et on parlera d'un autre rendez-vous tout à l'heure, justement, pour la première table ronde. Alors, avant d'accueillir nos intervenantes, on voulait vous rassurer. Donc, tous les intervenants ont effectué un autotest avant de venir ce soir, et nous sommes tous négatifs. Ouf. On pense à quelques membres qui sont positifs et qui ne sont pas là aujourd'hui. Voilà, donc un petit coucou à elle. On trouvait que c'était quand même plus agréable de retirer le masque, surtout à quelques jours de la levée des masques, donc pour pouvoir parler et échanger à visage découvert. Alors pour cette première table ronde, nous voulions vraiment insister sur l'importance d'agir dès l'enfance pour oser, pour leur permettre ensuite d'oser. Parce que vous le savez, finalement, c'est en semant des petites graines comme ça régulièrement que les jeunes filles comprendront finalement que tous les métiers sont mixtes, donc elles ont le droit d'exercer le métier qu'elles souhaitent sans se fixer de barrière, et puis qu'elles pourront aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc avant d'accueillir nos invités, nous allons également vous présenter des initiatives qui nous tiennent à cœur et qu'on souhaitait valoriser. Malheureusement, les fondateurs de ces projets ne pouvaient pas être présents ce soir, donc on va vous présenter des petites vidéos. Alors l'an dernier, avec Cécile, nous vous avions déjà parlé des jeux Topla, et donc je vous laisse tout de suite découvrir ce qu'en dit son fondateur, Frédéric Ballner. Topla, c'est une petite marque de jeu qui est à taille humaine, résolument, qui est engagée, qui veut faire changer le monde au travers de ses jeux, en toute modestie, mais en toute résolution, et pour cela, qui s'attaque à différents problèmes sociétaux. The Moon Project, c'est une vision très simple, c'est de dire que si on a une telle situation d'inégalité femmes-hommes depuis autant de temps, c'est justement qu'on a sans doute négligé de l'aborder de manière très concrète. Alors, le jeu est l'un des canaux les plus efficaces en termes d'apprentissage. Donc nous, on a créé des jeux. Ces 5 fameux jeux qui ont fait le socle de la collection The Moon Project, ces jeux tiennent à des règles très simples. Ce sont des jeux de memory, des jeux de cartes, donc une bataille féministe où la reine, pour la première fois, vaut autant que le roi. Ce sont des jeux autour des métiers parce que les petites filles, par tout un ensemble de biais cognitifs, s'interdisent assez radicalement et spontanément tout un nombre de métiers. Donc, on a des jeux qui font découvrir que tous les métiers sont accessibles aussi bien aux petites filles qu'aux petits garçons. Et puis, on a aussi un memory des émotions qui est très intéressant parce que là, c'est à l'inverse. On a tendance dans l'éducation à interdire les émotions aux petits garçons. Eh bien, on présente 25 émotions et on fait découvrir aux enfants que ces émotions, on peut les produire aussi bien quand on est une petite fille qu'un petit garçon. Ça, c'est un moyen très concret de combattre l'inégalité femmes-hommes. Après avoir lancé en 2018 The Moon Project, nous avons décidé de nous attaquer à un autre sujet sociétal qui est celui de l'éducation sexuelle auprès des adolescents, partant d'un constat réalisé par Topla que en 2020, la majorité des adolescents, c'est-à-dire dès l'âge de 11 ans, sont exposés à la culture du porno. Et à cette occasion, nous nous sommes rapprochés, ouverts à de nouveaux talents, à savoir que nous avons créé une maison d'édition, Édition Topla, et avons fait appel à des auteurs et autrices. Et c'est ainsi que nous avons découvert un très jeune talent, Claire Vimont, qui terminait ses études et qui avait travaillé en mémoire de fin d'études cette collection de 5 jeux qui aujourd'hui constitue le cœur de la collection Sexploration. Nous nous sommes entourés de scientifiques, de psychologues, de spécialistes de la santé pour constituer toute une data extrêmement sérieuse d'informations qui puissent être utilisées auprès des adolescents. Et
c'est ce qui explique aujourd'hui le succès pour la collection Sexploration, puisqu'elle est référencée dans tout un ensemble de centres de documentation et d'information, par tout un ensemble d'infirmières scolaires, par des psychologues, par des lycées, par des collèges, etc. Et Sexploration permet évidemment de rétablir une discussion décomplexée et désanxiogénisée, si je peux m'exprimer ainsi, entre les parents et les jeunes ados sur ce sujet toujours fondamental de la sexualité. Cette présentation, et donc moi je vais aller un peu plus loin, tout en toute humilité. J'ai les jeux, alors moi je les ai parce que j'ai 2 petites filles chez moi et clairement je trouve que c'est très important de partager avec elles ce genre de choses. Donc on a ce jeu de cette famille inspirante, donc elles ont peint des grands tableaux, construit des empires, gagné des médailles, écrit des livres, un talent à l'une, elles se sont battues pour leurs droits. Saurez-vous les reconnaître et faire de leur destin une source d'inspiration? Donc c'est un jeu de cette famille pour petits et grands qui sont dédiés aux femmes remarquables et qui ont changé le monde. Donc vous avez les familles de femmes scientifiques, aventurières, écrivaines, artistes, entrepreneurs, sportives, engagées. Enfin, voilà, ça permet aux enfants de pouvoir justement appréhender ces noms de femmes qui ont marqué l'histoire dès le plus jeune âge. Vous avez également le mémo de l'égalité, un monde où je peux être policière, policier, infirmier, infirmière. Ce monde, en fait, on dit aux enfants qu'ils le tiennent entre les mains et il ne tient qu'à eux de passer du rêve à la réalité. Et donc, c'est une série de 24 paires à assembler. Voilà, une danseuse, un danseur, pompier, pompière, infirmier, infirmière, que ce soit dans les 2 sens. Effectivement, les métiers faits pour, normalement, dit les hommes, les métiers dits pour les femmes. On a le scientifique, la scientifique, le pilote, la pilote. Et c'est vrai que du coup, dès le plus jeune âge, on ne se dit pas que c'est pas possible finalement, parce qu'on joue à ces jeux et c'est très intéressant de pouvoir aller de l'avant là-dessus. Donc c'est à celui qui repère le plus de paires que revient l'affaire. Et donc c'est un jeu révolutionnaire pour apprendre à réfléchir comme en 2201. Voilà. Donc on va essayer de gagner un peu de temps et puis d'y aller dès maintenant. Et enfin, il y a la bataille féministe dont parlait Frédéric dans la vidéo. Donc c'est le jeu de la bataille où la reine compte tout autant que le roi. Donc les 2 s'unissent pour gagner ensemble, mais il ne faut pas vous méprendre. Il s'agit bel et bien d'une bataille, un jeu où le roi R, la dame D et le valet V se transforment en une assemblée égalitaire, donc de roi et reine R, de duc et duchesse D, et puis de vicomte et vicomtesse V. En somme, un jeu classique, pas si classique, et des cartes pour petits et grands afin de jouer avec l'égalité. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Alors, il n'y en a que 3 sur 5, mais sincèrement, c'est un super jeu. Et moi, quand ma fille me dit « Mais maman, pourquoi il n'y a pas plus de garçons à la danse ?» Eh bien, ça me fait plaisir, parce que je me dis qu'on est sur le bon chemin. Et puis, juste pour terminer, il y a des petites cartes qui sont intégrées dedans. Alors, vous ne les voyez pas très bien, mais qui dit « Elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. » Ouais. Ça me semble, l'adaptation de la citation de Mark Twain. Exactement. Et puis, la règle 356, ne jamais dire jamais. Voilà. Donc ça, c'est aussi dans la veine de voyelles, oser entreprendre, oser vivre sa vie, etc. Donc voilà, ce sont des jeux qui sont très intéressants. Alors, on vient de parler de jeux de société et ensuite, on va parler de vêtements. Alors, Laura Drouet a fondé la marque de vêtements Pourquoi Princesse ? Pourquoi princesse alors que je pourrais être pilote, par exemple, alors que je pourrais être pompier, comme on vient de dire. Donc, au-delà des vêtements qui permettent aux filles, et là vous verrez, de ne pas porter uniquement du rose, elles peuvent porter par exemple une combinaison de pilote, elles peuvent porter une robe avec des dinosaures, parce que les dinosaures, c'est pas que pour les garçons. Mais derrière, il y a également toute une philosophie pour valoriser la mixité des métiers et inciter les petites filles à oser. Donc, elle aussi, elle espère que grâce à ça, les petites filles vont pouvoir décrocher la lune. Et donc, elle a répondu à nos questions. Donc, Laura Drouet. Donc, présentez-nous Pourquoi Princesse. Pourquoi Princesse, c'est la première marque de mode enfant qui prône l'égalité filles-garçons. Notre mission est d'ouvrir le champ des possibles et de créer un monde plus égalitaire pour tous les enfants. Nous imaginons des vêtements qui bousculent les clichés comme nos combinaisons de futurs astronautes
ou nos robes à motif de dinosaures ou d'espace. À la naissance de ma fille, ça avait complètement changé ma vie et rien ne me préparait pour le déluge de roses et des princesses qui m'attendaient dès sa naissance. Donc j'avais vraiment envie de créer quelque chose pour offrir plus de choix aux enfants et à leurs parents. Et quand j'ai parlé autour de moi, j'ai compris que je n'étais pas la seule. Et pour mon mari et moi, on s'est vraiment penché sur cette idée d'égalité. Et on a compris que les inégalités femmes-hommes prennent leurs racines dès l'enfance. Et une statistique qui m'a vraiment frappée, c'est qu'à 6 ans, les filles se croient moins brillantes que les garçons. Et moi, je voulais que ma fille sache que tout est possible, qu'elle pourrait faire tout ce qu'elle veut dans sa vie. Donc moi, je crois entièrement que les entreprises peuvent et doivent agir pour un monde meilleur pour tout le monde. Et donc du coup, chez Pourquoi Princesse, notre mission est au cœur de tout ce qu'on fait. Et moi, je crois entièrement que pour créer un monde meilleur pour les futures générations, il faut avoir non seulement une démarche égalitaire, mais aussi une démarche écologique. Pour nous, notre offre combine le prêt-à-porter et l'éducation. Donc chaque vêtement est accompagné d'un cahier qui décrit un métier et en même temps raconte les histoires des femmes pionnières dans ce métier qui est classiquement masculin, on va dire, comme l'aviation. Donc la co-création, c'est au cœur de tout ce qu'on fait chez Pourquoi Princesse. Donc on est en lien avec notre communauté, on parle souvent aux parents et aux enfants pour comprendre leurs besoins, non seulement en termes de vêtements, mais aussi en termes de sensibilisation, pour qu'on puisse diffuser les bonnes informations. Et on a vraiment les retours qui sont formidables, ça nous touche au cœur. Alors donc Laura Drouette vous a parlé des cahiers qu'a lancé Pourquoi Princesse. Donc je vais vous en montrer 2 ce soir de 2 collections différentes. Pour commencer, partageons les couleurs qui va nous rappeler entre autres qu'il faut aller au-delà des stéréotypes du rose pour les filles et du bleu pour les garçons. Et puis qui va présenter également comment fonctionnent les couleurs avec le côté plus physique, pratique et puis des petites démonstrations. Alors ensuite, une collection que j'adore, qui est vraiment magnifique. Pourquoi Princesse quand on peut être pilote, quand je vous ai dit. Et donc, c'est Je peux être pilote. Dans la collection Je peux être, et donc l'idée c'est d'avoir toute une déclinaison comme ça sur plein de métiers. Donc Je peux être pilote, ça va présenter le quotidien d'un pilote de ligne pour expliquer vraiment en quoi consiste ce métier, finalement montrer que c'est accessible à tous et puis donner envie. Ça présente des activités créatives et éducatives et puis aussi des histoires inspirantes de femmes pilotes, alors aussi bien des interviews d'aujourd'hui ou des histoires inspirantes de femmes qui ont marqué l'histoire. Donc un très beau cahier que l'on peut retrouver sur le site de Pourquoi Princesse et puis il me semble qu'il est également envoyé avec les commandes. Et donc nous avons également, nous voulons vous présenter 2 autres initiatives, 100 000 entrepreneurs qui dès le collège, permet aux collégiens de découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et également Entreprendre pour apprendre, qui sont des mini-entreprises également dès la 3e. Voilà. Alors nous allons désormais accueillir nos 3 invités pour cette première table ronde Agir dès l'enfance pour oser. Donc nous accueillons Régine Jean-Rabréchaud, qui va venir s'installer ici, Stéphanie Blin-Besson et Héloïse Blondeau. On peut les applaudir. Ici. Bienvenue. Bonjour à toutes. Alors, est-ce que en quelques mots, vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et nous présenter vos structures vraiment en quelques mots.
À qui l'honneur? Stéphanie? Ah, tu veux finir? Je voulais pas commencer, mais bon. Alors, je suis plus secrétaire générale. Je pense que le secrétaire général, qui est Stéphane Landré, va m'écharper. Donc, moi, je suis la fondatrice de Voyelle. Alors, je sais pas si on m'entend bien, parce que si, c'est bon. Il y a 12 ans, j'ai créé cette association en allant chercher des femmes qui sont encore dans la salle, donc ça fait plaisir. Donc voilà pour ma partie Voyelle. Et puis, sinon... j'ai 2 enfants chez moi et j'en ai à peu près 200 ici. Donc, je travaille avec les étudiants sur la partie entrepreneuriale, puisque la petite particularité de l'ISC, c'est que toutes les formations initiales sont, la moitié du temps, ils sont en cours académique et l'autre moitié, ils sont dans leur entreprise étudiante. Et moi, j'essaye de travailler avec eux sur cette partie-là. Donc, on est pile dans l'entrepreneuriat et la jeunesse. Et pour la petite anecdote, on a 15 projets et c'est à peu près moitié-moitié à la tête des entreprises étudiantes à l'ISC. Mais j'y veille. Merci Stéphanie. Héloïse? Oui. Donc bonjour à tous, je m'appelle donc Héloïse Blondeau, je suis responsable production au sein des laboratoires Servier Industrie sur le site de JD. Et je suis membre du réseau féminin que l'on a créé sur ce site de JD qui s'appelle Les Essentiels. Donc j'ai rejoint Les Essentiels à ses débuts, donc en 2018-2019, au sein même du bureau. Et nous sommes actuellement 7 membres du bureau et nous avons 20 femmes actives qui sont des femmes cadres et encadrantes sur l'ensemble du site de JD. Nous avons pour ambition de faire prendre connaissance et conscience finalement à ces femmes qu'elles ont des atouts, des spécificités, mais également des modes de fonctionnement et des freins que l'on développe inconsciemment. Nous sommes réellement un réseau de soutien et de développement de confiance en soi, également développement des talents. Et nous portons des actions aussi bien en interne et en externe pour pouvoir faire partager finalement les parcours professionnels de nos femmes sur le site de JD et de pouvoir, je l'espère, susciter des vocations dans l'industrie. Merci Héloïse. Régine? Bonjour, donc moi je suis Régine, j'ai fait du marketing en fait pendant 20 ans, donc je me suis occupée de produits d'hygiène beauté, de produits de luxe et je me suis aussi occupée de Barbie, donc j'ai vu qu'il y avait un Barbie Mistigris dans les jeux Topla, donc voilà, donc ça m'a fait plaisir. Et puis donc j'ai occupé plusieurs fonctions en marketing et puis à un moment j'ai changé, donc aujourd'hui je suis psychanalyste, je suis coach et je suis aussi enseignante, donc j'enseigne tout ce qui tourne autour du management et du leadership, aussi bien en formation continue qu'auprès d'étudiants dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Et j'ai aussi, c'est mentionné là, donc j'ai écrit un livre sur justement comment aider les femmes à briser le plafond de verre. Et je l'ai écrit, et c'était important, je l'ai écrit avec une amie, on l'a écrit à 2, parce que je crois beaucoup au fait que quand on est femme, il faut se soutenir. Et en fait, je trouvais que toute seule, j'en aurais pas eu le courage, mais à 2, c'était intéressant. Et donc voilà. Et par ailleurs, je fais du mentorat aussi auprès de jeunes femmes de mon école, de mon ancienne école. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors Régine Jean-Rabréchaud, pourquoi est-ce que selon vous c'est important d'agir dès l'enfance sur les sujets de la mixité, des métiers, de l'égalité homme-femme et de l'entrepreneuriat féminin ? Alors, en fait, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai une anecdote. J'ai 2 enfants, et donc, mais j'ai 2 fils. Et mes fils, ils ont toujours eu une maman qui travaillait et un papa qui s'occupait beaucoup d'eux. Et mon fils cadet, à 3 ans, un jour, nous a dit oh, moi, je me marierai parce qu'au moins, quand tu rentres le soir, les enfants sont couchés, la vaisselle est faite. Et alors, vraiment, ça m'a sidérée parce que c'était pas du tout l'exemple qu'il avait à la maison. Et en fait, ce que je crois, c'est que les modèles, ils sont pas que à la maison, ils sont aussi à l'école, dans les livres, dans les dessins animés, ils sont dans les films, ils sont de partout. Et que si on veut lutter contre l'image que les femmes, elles ont, justement, quelqu'un disait, les filles à 6 ans se croient moins intelligentes que les garçons, c'est parce qu'en fait, il faut qu'on agisse très tôt, parce qu'en plus, et quelqu'un sur les jeux Totla, M. Balner le signalait, disait les garçons, ils s'interdisent les émotions. Et je crois qu'en fait, le système, il emprisonne aussi bien les filles que les garçons. C'est-à-dire que les garçons, ils sont aussi prisonniers du fait qu'ils ont besoin de montrer qu'un garçon, c'est fort, ça pleure pas, et que ça peut cogner, et que ça peut... Et donc, je crois qu'il faut commencer tout petit,
pour qu'ils se rendent compte, et pour qu'ils intègrent que les rôles ne sont pas obligés de se distribuer comme ça. Et ça passe, je pense, par les jeux, mais par les livres, même les livres d'enfants. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revisiter. Et que si on ne commence pas petit, eh bien, en fait, c'est devenu structurant en fait, dans notre modèle. Et que c'est pour ça que je pense qu'il faut commencer très jeune. Merci. Merci. Stéphanie, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur les rendez-vous éducation de ce matin et puis nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Oui, alors dans la commission éducation, on a créé des ateliers. Pour commencer, on a un agrément du rectorat pour intervenir de la maternelle à l'enseignement supérieur. Et donc, on a créé des ateliers à peu près pour tous les niveaux. On l'a même fait avec des personnes en entreprise. Et je dis ça parce qu'il y avait quelqu'un de chez Servier. Mes étudiants l'ont fait. Pour certains. Les autres ne vont pas tarder à le faire parce qu'ils y passeront tous. Mais voilà, on a fait des ateliers. Et donc là, aujourd'hui, avec Julie, avec Valérie, nous sommes allés, et Isabelle qui l'a fait avec Fabienne aussi, nous sommes allés, donc vous c'était des terminales, nous on a fait des secondes et des quatrièmes, donc on est allé intervenir dans des établissements avec un atelier où il y avait un quiz, donc avec des questions du type en quelle année la loi d'interdiction de porter du pantalon a été abrogée, donc je ne sais pas si quelqu'un sait répondre. Les étudiants, vous l'avez vu. 2013. Voilà, c'est ça. Vous saviez que vous aviez tous été hors la loi, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc voilà, des quiz comme ça. Alors on a été surprise. Enfin, moi j'ai été surprise. Je pense qu'on en parle de plus en plus. On se faisait la remarque. Ça y est, il y a des dates, honnêtement, et des dates qui, pour des collégiens, 67, il y avait une date comme ça. C'est loin, mais c'est un peu la préhistoire. Mais je pense qu'on en parle de plus en plus et ils avaient des références et on se rend compte que d'année en année, ils avaient des références. Donc une partie de quiz, on a vu des vidéos. Tout à l'heure, on parlait des stéréotypes. Je vous conseille d'aller voir des vidéos qui s'appellent Stéréotypes, stéréomeufs sur plein de sujets. Et alors là, vous avez... combien 28, il nous a dit dans la petite vidéo. Il y en a un qui a compté pendant la vidéo, 28 stéréotypes. Et puis après, on a un atelier projet de loi donc, où on a créé une loi fictif, je rassure tout le monde ici, mais qui disait que... Alors depuis 2014, ça c'est la vérité, dans la loi, les femmes doivent gagner la même chose que les hommes. Dans les faits, évidemment, ce qu'on vous disiez tout à l'heure, en plus il y a ce plafond de verre, c'est-à-dire que les premières années, l'écart est encore de 15%, et puis plus vous augmentez, plus il est important, et en moyenne, il est de 22%. Et donc, on décrète qu'à partir d'aujourd'hui, les hommes gagneront 27% de moins. Et on sépare la classe en deux. Et il y a ceux qui doivent défendre cette loi et ceux qui doivent la contrer. Alors, avec des arguments très fallacieux. Moi, j'ai un argument qui est extraordinaire, qui dit que si les femmes gagnent plus d'argent, en fait, elles vont s'acheter des plus grosses voitures. Et comme elles conduisent plus mal, et on aura plus de mortalité sur la route. Donc voilà, mais en tous les cas, ça leur fait prendre conscience des absurdités, parce qu'en plus, on leur dit que 80% des accidents mortels sont faits par des hommes. Donc voilà, on contre l'argument. Mais voilà, on a fait ça dans tous les établissements, et à chaque fois, c'est un réel plaisir, parce qu'honnêtement, on a l'impression de semer des petites graines, et notamment les lycéens nous ont remerciés après. Enfin, voilà, je pense que ça fait avancer, et on fait le plein, puisque on a encore le calendrier pour les mois à venir, plein de demandes. Alors justement, Stéphanie, donc l'éducation, pour nous, c'est pas juste un rendez-vous le 8 mars, mais c'est vraiment quelque chose que l'on fait à l'année. Donc tu disais, il y a un agrément du rectorat, donc qui nous permet d'intervenir dans les établissements scolaires directement, sans avoir à demander l'autorisation. Alors en quoi est-ce que c'est important d'intervenir dès le collège? Donc on le fait collège, lycée, établissement supérieur. Pourquoi dès le collège? Alors on peut le faire aussi en maternelle avec d'autres jeux. Mais on se rend compte, en fait, depuis des années qu'on fait ces interventions, que jusqu'à la 4e, franchement, ils ne comprennent même pas le sujet. Et puis ils disent « Ah bon, ma maman, elle gagne moins? Non, mais c'est pas possible. » Enfin, vraiment, ils ne comprennent pas le sujet. La 3e, ils commencent déjà à se regarder un peu en coin. Et à leur arrivée au lycée, c'est incroyable, et on l'a encore vu aujourd'hui, c'est-à-dire que les filles ne lèvent pas la main. Quand on a dit il faut qu'il y ait un rapporteur pour chaque côté de la loi, c'était les garçons qui levaient la main. Les filles, elles viennent vous dire des choses, elles le savent, elles viennent vous les dire après à l'oreille quand vous êtes partis, mais en fait, elles ne lèvent pas la main.
Et on a échangé avec la prof qui nous disait qu'elle s'occupait de l'orientation. Et elle disait, c'est incroyable. Elle dit, les gars, ils ont des notes moyennes. Ils vous disent moi, je vais postuler là et je serai pris. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et les filles, elles disent, je sais pas, peut-être que je vais faire une plus petite école parce qu'éventuellement, je vais m'excuser d'y aller. Et c'est ce qu'on a échangé avec elle. Donc, on se rend vraiment compte qu'il y a ce cap à partir du lycée où chacun rentre dans son rôle. Et quand on intervient sur des métiers, moi j'y suis intervenue pour le labo sur des métiers numériques, et on avait une salle complète de garçons avec 2 filles au bout. Et dans la salle d'à côté, c'était avocat, on avait une salle complète de filles avec 2 garçons au bout. Donc là, vraiment au lycée, ils se mettent dans un rôle. Et en quoi la sensibilisation à la mixité des métiers et à l'égalité homme-femme a un impact sur les jeunes et plus particulièrement sur les jeunes filles ? On parlait tout à l'heure des rôles modèles. Enfin, c'est hyper important. On a un chiffre qu'on donne là quand on intervient. Alors là, c'est pareil, les étudiants, j'ai essayé de vous souvenir, mais on a les noms des rues sont donnés. Il y a des noms de rues. Combien il y en a qui sont donnés pour des femmes ? Alors maintenant, ils commencent justement à revenir dessus et à rebaptiser certaines rues ou certaines rues. places. Oui, mais ça commence justement. Voilà, il y a combien de pourcents ? 4%. Donc, c'est ce qu'on disait, on discutait avec les jeunes filles du collège tout à l'heure. En fait, on ne peut pas se projeter. On ne se dit pas qu'il y a des femmes qui ont fait des choses importantes ou des grandes femmes. D'ailleurs, on leur a offert des livres sur les femmes qui avaient fait des explorations, qui avaient, pour qu'ils se mettent ça en tête. Mais vraiment, en fait, elles ont besoin de ces modèles, elles ont besoin de se projeter. Et si elles ne voient pas que c'est possible, c'est compliqué de se dire que c'est possible. Le rôle modèle, c'est ce qu'on disait, effectivement. Et donc, si jamais certains établissements souhaitent que l'on intervienne auprès d'eux, ils contactent Voyelle, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a une liste. Là, on a déjà quelques rendez-vous de prix pour le mois de mars, parce qu'on ne pouvait pas tout faire aujourd'hui. Et ça se passe toujours très bien. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes, parce qu'en plus... ça fait partie de l'art oratoire. Alors nous, je ne sais pas si vous vous souvenez, les étudiants, on avait eu quand même des grands... on en avait eu un qui était dans la vidéo, là, Anton, qui avait très bien parlé, et ça leur permet de s'exprimer. Alors là, aujourd'hui, on a fait un peu différemment. On a fait des duos pour que les filles, parce que vraiment, encore une fois, elles ne se présentaient même pas pour rapporter la loi. Donc voilà, non, ça peut intéresser tous les établissements. Et encore une fois, on peut même aller jusqu'à la maternelle. Alors on a des ateliers très différents, très ludiques. Alors, en 2 mots, juste 2 secondes. Par exemple, on leur fait faire une tâche, quelle qu'elle soit, la même à un garçon et à une fille en même temps. Et on les récompense. Et donc, on donne un verre de bonbons avec 30% de moins à la fille. Et alors, c'est très drôle parce que vous avez des petits garçons qui font comme ça. Surtout, il ne faut pas qu'elle m'en pique. Et puis, il y en a qui lui en donnent en se disant « Oh là là, j'ai trop honte ». Et on dit c'est ça, en fait. Dans la vraie vie, vous faites la même tâche. Et voilà. Donc, on peut aller jusqu'à la maternelle. On avait aussi des comptes asexués, Bérangère, qu'on avait trouvé. Donc, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter et on trouvera du monde pour intervenir. Merci Stéphanie Blain-Besson. Merci. Héloïse Blondeau, des Essentiels. Est-ce que vous pouvez nous présenter les actions que vous menez sur les salons et auprès des collégiens ? Oui, donc au niveau du réseau Essentiel, nous intervenons à l'extérieur et nous sommes intervenus durant l'année 2021, par exemple, à l'événement French Fab Tour qui s'est tenu à Bourges, mais finalement c'est un grand événement qui est organisé dans toute la France. Il y a une dizaine de dates et l'objectif est de promouvoir l'industrie. Nous étions également présentes, par exemple, au salon Made in Val-de-Loire, donc là plutôt territoire local. Et donc nous avions des actives, donc des femmes de notre site cadre et encadrantes, qui sont intervenues donc auprès de collégiens, de lycéens, et également auprès de demandeurs d'emploi, pour pouvoir partager finalement les métiers de l'industrie et finalement montrer cette image de diversité, de richesse des métiers qu'offre l'industrie. On est intervenu également à un autre type d'événement, cette fois-ci plus directement auprès du jeune public, puisqu'on s'est adressé à des collégiens. Donc on est intervenu auprès de classes de 3e, donc sous forme d'interview, et donc des femmes de notre site, avec donc des métiers de technicienne, de responsable, maintenance, métrologie. Donc
ont répondu du coup à des questions tournées sur donc, leur parcours, leur métier. Donc il y avait une cinquantaine de collégiens et elles ont pu valoriser, c'était aussi un exercice de valorisation, et elles ont pu partager leur métier, leur parcours, leur expérience avec passion. Donc finalement, les messages qu'on peut adresser lors de ces interventions en tant qu'industriel, c'est que finalement, le métier dans l'industrie, ça n'a pas de genre. Alors, Héloïse, vous l'expliquiez, au départ, les essentiels, ça a vraiment été créé plutôt pour de l'empowerment en interne. Et puis finalement, vous ouvrez à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous ouvrir? Et puis, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de franchir les portes des laboratoires Servier Industrie? Donc c'est vrai que pour nous, c'est important de pouvoir finalement diffuser nos messages et nos objectifs aussi bien en interne auprès de nos femmes, mais également auprès du jeune public, auprès des jeunes femmes, puisque pour nous, ce sera aussi une occasion finalement de pouvoir susciter des nouvelles vocations. Également de pouvoir porter des messages de féminisation, de mixité des métiers de l'industrie, de nous donner finalement une nouvelle vision de ces métiers, attiser finalement un peu la curiosité. Et puis en tant qu'essentiel, finalement, pour nous, cela permet aussi de contribuer à un des objectifs du groupe, qui est de déployer notre marque employeur et de pouvoir accroître l'attractivité du groupe. Merci. Donc vous disiez travailler sur les sujets de mixité, c'est important pour vous, mais est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin, nous dire effectivement pourquoi c'est important et peut-être avec des chiffres sur l'industrie, les femmes dans l'industrie, les différents métiers, voilà. Alors au niveau de la mixité, c'est vrai que pour nous essentiel, c'est important de pouvoir l'intégrer, ces sujets de mixité, aussi bien dans nos réflexions, aussi bien dans nos actions. La mixité, finalement, on s'aperçoit au quotidien dans nos entreprises que cette mixité, mais on peut aussi également parler de diversité, permet finalement d'offrir finalement de nouveaux talents, de nouveaux profils, et ça améliore la créativité. Moi, je suis convaincue que la mixité, c'est réellement un vecteur de performance avéré. Sur notre site, pour vous dire, nous sommes à peu près 50 encadrantes cadres femmes pour 115 à peu près cadres. On y est presque. Oui, on est vraiment sur un site qui est pour la parité et l'égalité hommes-femmes. Bravo. Alors, lorsque vous intervenez auprès des collégiens, quelle est l'image de l'industrie? Quelle image ont-ils de l'industrie? Et puis, est-ce que c'est une image qui est juste? Alors, cette image, c'est vrai qu'on peut la capter au tout début de nos interventions et je la retrouve dans ma vie personnelle, auprès de mon entourage, jeune entourage, auprès des neveux, nièces. L'industrie, elle a encore une image qui est relativement négative, en fait. On a encore des idées de dangerosité, travailler à la chaîne. Finalement, les métiers, c'est quasiment masculin. Même mon entourage était très surpris quand je me suis orientée vers l'industrie. Et donc, en tant qu'essentiel, c'est vrai, si on peut essayer de faire évoluer ces idées, ces préjugés. Et quand on avait échangé un petit peu avant, vous disiez aussi l'image du côté sale, l'impression que c'est uniquement les métiers très très techniques et sales. Et du coup, qui sont pour les hommes, en fait. Donc c'est vrai que c'est une image qu'on a, je pense, des anciennes industries, mais c'est tout autre. Travaillant dedans, c'est complètement différent de ce qu'on peut penser à l'extérieur, oui. Et du coup, quel est l'impact de vos interventions auprès des jeunes, et notamment des jeunes femmes ? Alors, c'est vrai que l'impact, il est direct, puisque finalement, on a pu, les femmes de notre site peuvent finalement témoigner et partager directement auprès du jeune public, auprès des jeunes femmes, de leur parcours, de leur réussite. Et finalement, ça permet de pouvoir évoluer l'image qu'on a de l'industrie et des métiers. Finalement, ça ne s'adresse pas uniquement aux hommes. Et ça permet finalement d'ouvrir le champ des possibles en termes de métiers, de carrière. Et je l'espère, ça suscitera des vocations. Autre impact différent, c'est que lors de nos interventions, que ce soit internes ou externes, on est sur des messages de oser. Finalement, je vous le disais tout à l'heure, on se met des freins en tant que femme, des barrières, et on adresse les messages d'oser dans la vie, concrétiser ses idées.
Et le message a été entendu par les collégiens auprès desquels, du coup, nous sommes intervenus. Ces collégiens, le retour qu'on a pu avoir quelques mois après, c'est que lors de leur oraux de brevet, ils ont montré finalement plus de confiance en eux, de conviction. Voilà, le message a été entendu. C'est positif, ça. Merci Louise. Beaucoup. Alors, Régine Jean-Rabréchaud, quel regard portez-vous sur ce qui vient d'être dit? Alors, on se doute bien que toutes les jeunes filles qui auront été qui ont pu assister à ces différents témoignages ne vont pas toutes devenir entrepreneurs. Mais toutefois, selon vous, quel est l'impact des actions qui ont été présentées sur ces jeunes filles? Alors, voilà, je n'ai pas assisté à toutes ces actions. Il me semble qu'en fait, c'est à partir du moment où on a l'impression que c'est juste normal. Vous voyez, c'est juste normal. Ça peut être normal. Je peux avoir envie d'être princesse ou d'être caissière ou infirmière, mais c'est normal. Et c'est aussi normal que j'ai envie d'être ingénieur ou mécanicien. Et en fait, je crois que plus elles voient des choses, elles sont sensibilisées, et que plus on les sollicite en leur disant, mais pourquoi tu te limites? Pourquoi? D'accord. Et à partir du moment où ça devient plus structurant de se dire, il faut que je fasse ça ou que je fasse ça, mais juste, je peux faire tout ce que je veux. Je ne m'interdis à rien et je m'oblige à rien. Je pense que ces actions-là, plus jeunes elles sont, et même en maternelle, je pense que c'est extrêmement positif aussi. Je pense que ça veut dire qu'on va structurer le cerveau de façon différente, et que si on veut que les choses elles changent, 16 ans c'est tard en fait. En fait, il faut le faire toute petite. On sait aujourd'hui que les enfants dont les mamans travaillent, eh bien les filles elles font plus d'études, et les hommes quand ils ont une famille ils participent plus aux tâches ménagères, parce que ça veut dire, à part mon fils visiblement, mais à part ça, ça devient une norme, et donc on se pose plus la question. Et je pense que ce genre d'action, il est hyper important, et ça devrait faire partie, de la même façon qu'ils ont de l'éducation civique, ils devraient avoir de l'éducation à la mixité, en fait, jusqu'au jour où on espère un jour ne plus en avoir besoin, mais pour le moment, il y en a encore besoin. Si je vous dis que c'est compliqué pour une femme d'oser, d'avoir confiance en soi à l'âge adulte, qu'est-ce que cela vous inspire? Je crois que c'est vrai, en fait, d'accord. Et c'est vrai parce qu'en fait, on peut oser que quand on a confiance en soi. Je veux dire, aller oser alors qu'on a une image de soi qui est dévalorisée ou dégradée, ça veut dire se mettre en danger. C'est légitime, c'est humain que les filles elles n'aient pas envie. Et donc si on oser, ça tourne à la méthode Coué, ça devient difficile pour elles. En fait, ce sur quoi il faut travailler, c'est sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. C'est pas seulement la confiance en soi, parce que je peux pas avoir confiance en moi si j'ai pas une image positive de moi. Et donc moi, il me semble que ce sur quoi il faut œuvrer, c'est aider les petites filles, les jeunes filles, les femmes à avoir une image positive d'elles-mêmes. Et pour ça, pour moi, il y a une chose qui est très simple, c'est si déjà tous les soirs on se demandait qu'est-ce que j'ai fait de bien dans la journée, rien que ça, c'est quelque chose qui nous obligerait à nous dire je ne suis pas que moins bien que les autres, quoi. Et ce regard-là, ce fait de les filles, quand vous disiez tout à l'heure, Stéphanie, que les filles, elles n'osent pas postuler. En fait, les filles, quand elles regardent une offre d'emploi, elles regardent qu'est-ce qu'elles n'ont pas, alors que les garçons, ils regardent qu'est-ce qu'ils ont comme compétences, d'accord? Et donc, rien que ça, elles ont pris l'habitude de regarder ce qui ne va pas bien chez elles. Et moi, je crois que si on veut qu'elles puissent oser, il faut qu'on porte un regard où on va les inviter, les inciter à avoir une image valorisante d'elles-mêmes. Alors justement, quelles autres clés, vous avez donné quelques-unes, pouvez-vous nous partager pour que ces jeunes filles et ces jeunes femmes et les femmes, parce que finalement tout le monde est concerné, toutes les femmes sont concernées, puissent porter un regard positif sur elles et puis qu'elles puissent oser? Déjà, je pense déjà faire ce petit exercice tous les soirs, et puis être sensible pour moi, il ne faut jamais rien laisser passer. C'est-à-dire que dans l'environnement, quand on est une mère, quand on est une prof, quand on est membre d'une association, quand on voit ou qu'on entend quelque chose qui n'est pas pour la mixité ou qui est dévalorisant pour une femme, c'est de le faire remarquer, parce qu'il faut que le regard de tout le monde change. Et si on accepte qu'on puisse dire c'est un boulot pour les femmes, non, quoi. Et c'est de dire pourquoi, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire
évoluer les choses, c'est de se soutenir aussi. Et il y a des choses qui sont que probablement vous avez tous lu, mais le fait de se dire que quand dans une réunion il y a une femme qui dit quelque chose, en général elle le dit un peu moins fort et pas trop. Et ben s'il y a une autre femme dans la salle, c'est de rebondir sur l'idée de sa collègue. C'est qu'à un moment il faut qu'on se soutienne, qu'on montre que on n'est pas tout seul. La pire des choses, c'est quand les femmes elles sont toutes seules. C'est-à-dire quand dans une équipe ou quoi, il y en a qu'une, c'est compliqué pour elles. D'accord ? Moi, ce qui me semble aussi important, c'est qu'elle ne se voit pas comme une femme. Et dans le travail, pour moi, c'est si je valorise le fait que je suis une femme, je porte un regard sur le fait qu'on va considérer est-ce que c'est bien ou pas que je fasse ce métier, est-ce que je me comporte comme une fille ou pas, est-ce que je suis habillée comme une fille ou pas, est-ce que je suis coiffée comme une fille ou pas. Et en fait, si nous-mêmes, on porte le regard sur nous, sur moi, je suis ingénieur, quoi. Je ne suis pas homme ou femme, je suis ingénieur. Et en fait, ça veut dire que les autres, ils vont aussi porter un regard sur nous qui sera moins genré. Et je crois que, alors oui, il faut passer par une phase où on est obligé de porter ce discours de la mixité, mais c'est que parfois les femmes, elles se nuisent à elles-mêmes aussi. C'est que si je surjoue le côté de je suis une femme, forcément on va vous regarder comme une femme et on va vous évaluer par rapport à un modèle. Non, j'ai le même diplôme que toi, je fais le même boulot que toi, donc je vois pas où est le problème, quoi. Et je pense que c'est ça aussi sur quoi il faut insister auprès des filles, c'est qu'elles ne jouent pas le côté féminin, parce que c'est ça aussi qui nous nuit. Et donc c'est vraiment se forcer à jouer ce rôle au quotidien, enfin pas jouer ce rôle, mais se forcer à prendre confiance en soi et à se dire qu'on est une personne et qu'on n'est pas une femme. Tout à fait. Et moi, c'est comme ça que je me suis vue tout le temps, et c'est comme ça que j'incite toutes les jeunes femmes que j'accompagne ou que j'ai en cours à leur dire, c'est pas le problème d'être une femme ou d'être un homme, d'être grande ou d'être petite, d'accord ? T'as le diplôme et t'as les compétences, et c'est la seule chose qui compte en fait. Et je pense que le message aussi, on disait, donc là on parlait essentiellement des jeunes filles, mais le message c'est aussi vers les garçons, et finalement ces interventions qui sont faites auprès des collégiens, des lycéens, des étudiants, c'est aussi de dire aux garçons, aux jeunes hommes, aux hommes, d'arrêter aussi finalement ces comportements, ces questions qu'on a eues, la création de voyelles, on s'était toutes posé les questions des remarques sexistes qu'on a pu avoir, et vous venez de vous marier, mais alors vous n'allez pas faire un enfant dans l'année, ou tiens c'est bien maintenant que j'ai une femme, on va voir quelqu'un pour apporter le café et les gâteaux, enfin voilà, toutes ces remarques-là qui sont qu'on ne ferait pas aux hommes, et on s'est amusé d'ailleurs une année à une conférence d'inverser, et que ce soit les hommes qui reçoivent toutes ces remarques, et tout le monde était choqué, parce que ça fonctionne dans un sens mais pas dans l'autre. Donc voilà, c'est aussi de dire finalement c'est vous, la jeune génération, qui êtes porteur finalement de ces évolutions, et qui feront que plus tard on n'aura plus besoin de parler de mixité des métiers, qu'on n'aura plus besoin de parler de lutter contre les stéréotypes. Donc finalement toutes ces interventions, c'est aussi dans cet objectif de faire en sorte que les choses évoluent. Donc merci vraiment à vous trois pour vos partages très intéressants, et donc nous espérons que vos actions continueront de porter leurs fruits, donc aussi bien, je le disais, pour les jeunes filles que pour les garçons, pour pouvoir changer leur regard et puis faire évoluer la société. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Femme de ménage ? Ça devrait, mais c'est pas encore le cas. De plus en plus. Pas encore, je pense, mais de plus en plus. Oui, je pense, au moins. Non, pas plus. Merci Vincent pour ta participation. On peut l'applaudir. Et merci à tous les étudiants qui ont participé à ce questionnaire sur effectivement l'égalité homme-femme, mixité. C'est pour nous hyper intéressant de recueillir vos avis dès le plus jeune âge.
Alors, on va passer à une autre partie de la conférence avec des pitchs. Donc, on a ouvert, avant la conférence, avant cette journée du 8 mars, on a ouvert un concours aux femmes étudiantes avec qui avaient l'envie de créer un projet et d'être boostées pour le développer. Avec un premier prix d'une valeur de 5 000 €. Et donc, nous avons sélectionné deux candidates. Alors, il y en a une qui est aujourd'hui dans la salle avec nous et l'autre qui n'est pas avec nous parce qu'elle est en Argentine. Donc voilà, elle a bien de la chance. Mais par contre, elle nous a laissé un petit message vidéo. Donc, c'est Isabelle qui l'a interviewée pour qu'elle puisse pitcher son projet en 2 minutes. Voilà. En 5. Eh oui. Alors, bonjour Clémentine, je suis donc Isabelle Depussac de l'association Voyelle. Tu as participé au concours L-Pitch, merci à toi. Est-ce que tu veux bien te présenter à notre assemblée de ce soir et nous expliquer quel est non plus votre projet, puisque je crois qu'il est déjà lancé. Vas-y, raconte-nous. Bonjour, merci beaucoup déjà pour cette invitation et bonjour à toutes les personnes qui sont dans la salle que je ne verrai pas. Donc oui, je m'appelle Clémentine Rubio, moi j'ai 35 ans. Et j'ai donc monté une structure d'accompagnement à l'égalité femmes-hommes qui s'appelle Agogé Conseil. Et donc, on a une structure, je dis on parce que je travaille avec une associée, Mélanie Goyot, une structure qui accompagne les institutions et les entreprises vers plus d'égalité, donc soit que ce soit l'égalité professionnelle ou l'égalité dans les politiques, dans les projets qu'ils ont menés. Super, alors comment ça s'est créé, depuis quand et voilà, quel a été ton parcours, ou votre parcours à toutes les deux? Alors, moi, mon parcours, j'ai un parcours dans l'enseignement supérieur et la recherche, en fait. J'ai fait un doctorat en sciences sociales et j'étais déjà intéressée par les questions d'inégalité, de discrimination, de rapport de pouvoir. Et j'ai plutôt travaillé, moi, sur les relations internationales. Mais j'ai commencé il y a quelques années à m'intéresser à la place des femmes, justement, dans l'histoire des relations internationales, le rôle que les femmes ont joué. Et j'ai doucement fait ce chemin vers les questions d'égalité, de rapport de pouvoir et de domination dans la sphère publique. Et puis, comme l'enseignement et la recherche, c'est des compétences et un travail qui m'intéressait beaucoup, je voulais le traduire et me sentir un peu plus active dans la vie, justement, la vie publique, la vie politique. Et donc, un cabinet de formation et de conseil, c'est à peu près les mêmes compétences. C'est accompagner, analyser, synthétiser, traduire des questions en formation. Voilà, et cette fois-ci, sur la thématique de l'égalité. Et la soif d'entreprendre est donc née pendant ton doctorat? Est-ce que ça a été certaines rencontres déclenchantes? Je ne sais pas. Comment s'est fait le choix de créer ton propre cabinet? C'est venu assez tardivement. J'ai eu un doctorat, j'ai commencé à travailler et puis la réalité de l'université, il y a assez peu de postes. Je voyais que c'était pas forcément une voie possible. Et donc, j'ai entendu parler à l'université du programme Pépite qui accompagne vers l'entrepreneuriat. Moi, j'avais été pas du tout formée à l'entreprise, à l'entrepreneuriat. Ça ne fait pas partie des modules en sciences sociales. Et donc, j'ai été accompagnée par Pépite et par Pépite Starter, donc le programme qui booste vraiment en 3 mois intensifs sur toutes les compétences que je ne connaissais pas, marketing, études de marché, communication, voilà. Super, justement, il y a toute l'équipe de Pépite qui intervient après dans la deuxième table ronde, donc on en reparlera un peu plus en détail, mais c'est un joli clin d'œil du coup, puisque ça y est, tu es lancé. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, concrètement pour qui? Quels sont les types de missions? Est-ce que tu peux nous partager ce qui a déjà été fait pour certains clients? Oui, là, la dernière en date, qui était vraiment une expérience très intéressante, c'est auprès de l'Université de Tours. On a formé tous les correspondants et correspondantes égalité de l'université. Donc, faut penser l'université, il y a plein de sites. Il y a une seule personne qui est en charge de l'égalité. Donc, ils ont créé un réseau de correspondantes égalité dans tous les sites de la fac qu'on a formés aux questions des violences sexistes et sexuelles, à l'égalité professionnelle, à ces questions-là. Alors, on va juste reprendre parce que du coup, j'ai pas entendu le début de ta réponse. Non, t'inquiète pas, il y a eu un peu d'instabilité. Donc oui, tu peux nous redire quelle était cette première mission? Donc, c'était auprès de l'Université de Tours qui a monté un réseau de correspondantes égalité. C'est des personnes relais dans tous les sites de l'université qui vont être en charge de veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème d'égalité professionnelle, qu'il n'y ait pas de problème de violence sexiste et sexuelle à l'université. Donc, on les a formés, accompagnés sur ces questions-là. C'était vraiment intéressant. Dans les types d'accompagnement qu'on a aussi, là, on a été sollicité par une communauté de communes dans
un milieu rural pour les accompagner dans la rédaction d'un plan égalité. C'est les obligations légales maintenant pour toute collectivité de 20 000 habitants. Donc là, voilà, on est sollicité pour accompagner des structures qui n'ont pas de personnes spécialisées sur ces questions, qui n'ont pas beaucoup de salariés et qui ont besoin d'un regard extérieur pour avancer sur ces questions-là. Super. Et en entreprise, par exemple, ça peut être à quel échelon, au niveau, ou quel type de plan pouvez-vous mettre en place? Là, on vient de faire justement vendredi dernier une conférence on a eu vraiment une quarantaine d'entreprises qui sont venues pour parler des obligations légales. Même chose, les entreprises de plus de 50 salariés ont toutes des obligations désormais vis-à-vis de l'égalité, publier un index égalité, un plan égalité, former son personnel. Et nous, on est en partenariat là, avec l'AFNOR aussi pour accompagner les entreprises vers la labellisation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose aussi pour les entreprises. Mais voilà, là, on a été sollicité, par exemple, pour préparer un questionnaire interne dans une grande entreprise pour voir quelle est la sensibilité des collaborateurs et des collaboratrices aux questions d'égalité, de diversité en interne. Super. Ok, bah écoute, on est ravis en tout cas d'avoir... Ravis d'avoir pu... Écoutez donc la présentation de Clémentine Rubio et maintenant je voudrais appeler Léa Eudes qui va venir nous présenter en live son projet. On peut l'applaudir. Léa, merci d'avoir merci à vous de m'avoir proposé de participer à cette conférence. Alors Léa, qui es-tu? Alors donc moi je suis une étudiante dans le master de droit des affaires et fiscalité à l'université d'Orléans. Et donc, dans ce cadre-là, je participe au concours de Créa Campus qui est organisé à l'université. Et donc, avec ma peut-être future associée Aïcha Marie Bonis, qui est dans le même master que moi, on essaie de développer le projet qui s'appelle Les Guides. Ok. Et donc, quel est ce projet? Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors pour vous expliquer, je vais d'abord vous parler un peu de mon parcours. Donc l'année dernière, dans le cadre de mes études, j'ai participé et été membre actif d'une clinique juridique. Donc une clinique juridique, c'est une structure généralement associative qui est reliée le plus souvent à des universités qui ont à la fois un but social et pédagogique. Donc social puisqu'en fait c'est une organisation qui permet de délivrer de l'information juridique à titre gratuit au grand public. Donc par exemple si n'importe qui dans la salle a un problème avec son bailleur ou son employeur et n'a pas forcément l'envie ou les moyens de se payer les services d'un avocat juste pour répondre à une simple question juridique, ils peuvent solliciter une clinique juridique pour que les étudiants en droit leur répondent à ces interrogations, et le tout supervisé forcément et le travail est vérifié en fait par des enseignants et des professionnels du droit. D'accord. Et donc en faisant partie de cette clinique juridique, j'ai pu constater deux problèmes majeurs, à la fois que les cliniques juridiques sont très peu connues en France, alors que je suis persuadée que ça a une valeur ajoutée au niveau national qui est énorme, et à la fois que les cliniques juridiques étant gérées par des universitaires et des étudiants, aucun jugement, mais souvent l'organisation n'est pas très efficace, et donc, notamment dans la mienne, j'ai pu constater beaucoup de problèmes d'organisation. Et donc avec ma camarade de classe, on a décidé et imaginé de créer en fait une plateforme qui a deux pans principaux. Donc à la fois une plateforme qui permettrait la mise en relation entre le grand public et les cliniques juridiques, pour permettre en fait la saisine d'une clinique juridique, et à la fois une interface donc de gestion du côté des cliniques juridiques pour gérer efficacement tous les dossiers en fait qu'elle reçoit. D'accord, donc voilà. C'est un apport aux cliniques juridiques. Exactement. Pour réorganiser, mieux organiser, rationaliser l'organisation. Alors pourquoi avoir eu cette idée ou avoir voulu lancer ce projet? Alors à titre personnel, je fais partie d'une famille qui est pour la plupart commerçants. Ce sont des chefs d'entreprise, des entrepreneuses. T'as ça dans le sang, c'est ça que tu es en train de nous dire?
j'ai en tout cas une éducation qui fait que quand on a un problème, on cherche à les résoudre et pourquoi pas monter un projet pour résoudre ces problèmes. Et en fait, quand on nous a parlé du concours Créa Campus, ça m'a donné en fait le déclic de me lancer donc sur ce projet. C'est vraiment un rassemblement en fait de circonstances qui ont fait que je me suis lancée avec ma camarade. Avec ta camarade. Et ça fait longtemps que tu travailles sur ce projet ? Depuis le début de l'année. Donc, je suis marinée par Alice Brunet au sein de Créa Campus. Et donc, voilà, pour l'instant, on est en train de développer le business plan. Okay. Et pourquoi pas, pour l'instant, le projet est fictif. On n'a pas fait de formalité réelle, mais pourquoi pas en fait le concrétiser en fait. Et comment du coup tu développes ce projet ? Comment tu travailles pas à pas pour aller vers éventuellement un dépôt de statut ? Donc c'est principalement via les ateliers qui sont organisés par Créa Campus qui nous permettent au fil de la création du business plan d'avoir des ateliers nous permettant de gagner des compétences en matière de communication, notamment avec Vanessa, mais aussi en matière de financement du projet, en matière juridique. Bon, sur le terrain juridique, on a quand même quelques compétences, étant donné qu'on est là-dedans. Et donc voilà, tous ces points-là sont étudiés pour nous accompagner au mieux dans ce projet. Super. Et merci. Alors, Léa, tu disais, on sent bien que... Alors, il faut expliquer, donc Créa Campus, en effet, c'est du fictif. Donc, les étudiants ne sont pas obligés de mener ensuite à terme réellement leur projet. C'est un vrai parcours pédagogique, là encore, sur la sensibilisation à l'entrepreneuriat qui est organisé par Pépite Centre-Val de Loire. Donc, il faut préciser que tu vas devoir rendre bientôt ton dossier au mois de mars, il me semble. Ensuite, le jury se réunit et les meilleurs dossiers vont ensuite pouvoir passer à l'oral. Donc, si j'espère sera ton cas, en tout cas, là, tu viens en tout cas déjà t'entraîner pour l'oral et parfaitement, je pense qu'on peut l'applaudir pour ça. Ouais, bravo Léa. Merci beaucoup. Et donc tu verras ensuite que l'on peut commencer par Créa Campus et puis ensuite continuer à Pépite, Centre-Val de Loire. Tu verras dans la table ronde suivante en effet une étudiante qui est passée par ce cursus et puis qui a monté son entreprise. Donc c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci, c'est ce que je me souhaite aussi. C'est bien, elle ose. Bravo Léa. Merci. Alors avant de passer à la seconde table ronde, Vanessa, je te propose que du coup on découvre une vidéo pépite avec des portraits de femmes entrepreneurs. Est-ce que vous pourriez me donner, selon vous, vraiment une fourchette, le pourcentage de femmes qui entreprennent en France ? Par rapport aux hommes ? Ouais. Je pense qu'il y en a moitié moins. 35%. Je dirais peut-être 15-20. Entre 15 et 20%. Ouais, peut-être 30%. Dans ce milieu-là, il n'y a peut-être que 20% de femmes. 45%. Je dirais 40%. Sachez que le nombre d'étudiantes qui entreprennent, c'est 24%. Et ce nombre, il est faible et il stagne depuis très longtemps. Et grâce à cette série d'interviews, on va essayer de démocratiser quelques visages. Julie Chapon. Yuka. Ah, Yuka, je connais. Ah ouais, je vois, je crois. Ouais, je vois. Non, je vois pas du tout qui c'est, je connais pas. Attends, elle s'appelle comment ? Julie ? Ouais, bah. Ah, bah c'est ça, mais si, elle m'envoie des mails sur tout le temps. l'application, mais oui. C'est Julie, vous en parlez. Exactement. Pas du tout. Elle est jolie, mais je sais pas qui c'est. Non, absolument pas. Vous pouvez la montrer. Lucie Bache. Too Good. Ah, c'est elle qui a fait Too Good To Go ? Ah oui. Ok. Ouais. Vous connaissez ? Ouais, c'est l'application où oui. on peut récupérer par exemple chez les boulangeries Oui, voilà. les fins de... Ouais, en plus j'en ai déjà fait. Moi aussi. Mais je sais Pas non plus, hein. Je sais pas qui c'est. Lucie Bache. Too Good To Go. Ah ouais, ok, je vois. J'ai déjà vu sa tête. Ah bah, Litchi. Exactement. Une cagnotte en ligne. Attends. Litchi ? Ah oui. Exactement. Ah oui. Ok. c'est ok. Ouais, bah, j'ai utilisé cette cagnotte pour un projet, moi. Céline Lazor. Lazor-Tess ou Lazor ? Alors, Respire, je connais pas non plus. Je connais la marque, ouais. C'est quoi ? Birchbox. Elle me dit quelque chose, mais je serais incapable de mettre un nom dessus. Non plus. On connaît personne. On connaît pas.
Je crois qu'on peut les applaudir. Alors, la vidéo que vous venez de voir fait partie d'une série de vidéos qui a été réalisée l'an dernier par Pépites Centre-Val de Loire. Et donc, ça tombe bien puisque, justement, le thème de notre deuxième table ronde, c'est sur les étudiantes entrepreneurs. Donc, pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Angela Altès-Mathieu de Pépites, Camille Justo de Nectar et Flora Pinault d'Apadia. Alors, Angela Altès-Mathieu, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Ouais, j'ai pris la parole à la place de Cécile, pardon. J'ai oublié le tour de table, j'étais prête à rentrer la question. Pouvez-vous présenter en quelques mots et puis voilà, nous dire qui vous êtes? Je vais démarrer, puis je laisserai après la parole à Camille et Flora. Moi, je suis Angela Altès-Mathieu et je suis coordinatrice régionale de Pépites Centre-Val de Loire. Pépites Centre-Val de Loire, on en a un petit peu parlé avant. C'est le pôle entrepreneuriat étudiant en région Centre-Val de Loire qui a été fondé en 2014. On fait partie d'un réseau de 33 pépites et les membres fondateurs sont l'Université de Tours, l'Université d'Orléans et l'INSA Centre-Val de Loire. Mais on travaille pour tous les étudiants en région Centre-Val de Loire, avec un partenaire qui est le conseil régional, et bien évidemment sous la houlette du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Angela. J'enchaîne, j'ai pris le micro. Du coup, moi, c'est Camille Justo-Morellet. J'ai cofondé l'association Lotech Touraine en 2019 et j'ai enchaîné en 2021 par la fondation de Nectar, une micro-entreprise qui s'est donnée pour mission deux missions. Une première mission qui est de sensibiliser les structures aux enjeux environnementaux et sociaux actuels, aider les structures à bien comprendre, bien appréhender les limites planétaires, bien appréhender surtout les impacts que ça peut avoir sur leur métier, sur le quotidien aussi. Et puis, dans un deuxième temps, surtout les accompagner à transformer leur modèle, à transformer leur impact, leur métier, avec des solutions, des projets qui se veulent plus résilients, et notamment en s'appuyant sur ce qu'on appelle les low-tech. Alors je vais peut-être faire un petit point sur les low-tech. Le principe des low-tech, c'est de permettre à chacun de pouvoir répondre à ses besoins de base, ses besoins humains, ses besoins sociétaux. Et pour ça, c'est s'appuyer sur une démarche, sur des savoir-faire, sur des techniques, des technologies qui intègrent en fait trois notions. Il faut que ce soit utile, que ça réponde vraiment à un besoin identifié sur le terrain. Il faut que ce soit durable en termes de ressources, durable dans le temps aussi. Puis il faut que ce soit accessible financièrement, mais aussi accessible en termes de partage de savoir-faire, d'appropriation, en tout cas de réappropriation de savoir-faire. Donc la mission vraiment principale de Nectar, c'est d'aider les structures à développer leur métier, développer leurs activités dans le respect des droits humains et surtout dans le respect des limites planétaires. Merci. Bonjour, du coup, Flora Pinault, je suis gérante de la société Apadia, qui est une salle dédiée à l'activité physique adaptée, et surtout ouverte pour tous, c'est-à-dire qu'on soit en situation de handicap, qu'on ait un problème de santé, qu'on n'ait rien du tout, et qu'on ait juste envie d'avoir une pratique hyper adaptée à soi, et qu'on n'ait pas envie de se retrouver dans des salles de sport où c'est ouvert à tous, mais du coup, il n'y a aucun accompagnement. Et quand on ne connaît pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, c'est là où on peut se blesser, puis on a aussi peur du regard des autres. Du coup, toutes ces personnes-là, j'ai aussi oublié les personnes âgées, j'ai aussi oublié les femmes enceintes, mais pour dire que c'est vraiment ouvert vraiment pour tout le monde. Et donc, du coup, à Apadia, on a une prise en charge qui est vraiment globale, c'est-à-dire qu'à travers un entretien en début, qui va nous permettre de connaître la personne, de connaître ses besoins, ses objectifs et surtout les antécédents médicaux, parce qu'on a quand même, moi, la plupart de mes adhérents, environ 60% ont des problèmes de santé, majeurs ou mineurs. Après cet entretien-là, on va faire des tests qui sont fonctionnels, c'est-à-dire que je ne vais pas m'intéresser forcément à combien de kilos vous allez pouvoir soulever pour faire ce mouvement-là. C'est pas ça qui va m'intéresser. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est la capacité à prendre quelque chose et à le mettre en l'air. Des choses qu'on va avoir besoin de faire tous les jours dans notre vie quotidienne ou alors dans notre vie professionnelle. Et donc, à travers ces tests qui sont fonctionnels, on va venir créer un programme. Et du coup, chaque personne aura un programme adapté et individualisé selon tout ce qu'on aura vu pendant l'entretien et pendant le bilan. Merci.
Alors Angela Altès-Mathieu, pouvez-vous nous présenter le dispositif Pépite à la fois en France et puis toutes les actions que vous menez en région Centre-Val de Loire? Alors, donc, comme je le disais précédemment, donc Pépite Centre-Val de Loire fait partie d'un réseau de pépites qui ont une couverture nationale, donc sur tout le territoire. On a une mission, on a deux missions qui sont assez simples. La première mission, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire que notre objectif est d'aller sensibiliser des étudiants de formation, de composantes qui peuvent être assez loin de l'entrepreneuriat. Alors, je reviendrai un petit peu sur ce qu'on entend nous par entrepreneuriat, mais en tout cas, c'est vraiment de donner l'occasion à tout étudiant dans l'enseignement supérieur d'avoir une notion de ce que ça veut dire entreprendre. Donc ça, c'est la partie sensibilisation. Léa, tout à l'heure, parlait de Créa Campus. Ça fait partie des actions que l'on mène. C'est-à-dire que même si les étudiants n'ont pas de projet concret, ils vont pouvoir avoir des apports, découvertes, initiations pour pouvoir découvrir cet esprit d'entreprendre. Et la deuxième mission de Pépite, c'est l'accompagnement. Donc là, on est sur un profil un petit peu différent. On a des étudiants qui viennent plutôt nous voir en nous disant j'ai une idée de, on va dire, de projet un peu formalisé. Ça peut être une idée, certains sont plus avancés, et là on va les accompagner avec le statut national étudiant entrepreneur, qui est un statut, je dirais, national, comme son nom l'indique, et qui va permettre aux étudiants de pouvoir assister à, je dirais, des ateliers collectifs, mais aussi avoir un parrainage ou marrainage individuel pour qu'ils puissent vraiment travailler leur projet à leur rythme et pouvoir soit monter leur entreprise, soit alors ne pas la monter. Là aussi, on n'a pas d'obligation. Nous, on part aujourd'hui du principe que l'esprit d'entreprendre, c'est absolument nécessaire et que ça fait partie de l'insertion professionnelle. Et que quelque part, on a des étudiants qui vont peut-être monter leur activité maintenant, mais peut-être que ça va se faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. On n'en sait rien, mais en tout cas, voilà, on est là pour mener à bien cet accompagnement. On travaille bien évidemment toujours avec l'écosystème régional et local. Donc on est toujours à la recherche de parrains, marraines, voilà. Donc je lance un appel à candidature parce qu'en fait on est sur des activités qui se développent énormément. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que on a une vision, nous, de l'entrepreneuriat qui est très large. D'ailleurs, on parle plus d'esprit d'entreprendre, et ça c'est un point aussi qui est très important. On voit une diversité, on voit à la fois de plus en plus d'étudiants qui ont envie et étudiantes qui ont envie d'entreprendre, mais avec une diversité de projets qui n'est pas simplement, je dirais, l'entrepreneuriat commercial classique. On a énormément d'étudiants qui viennent sur de l'entrepreneuriat solidaire, social, mais aussi des collectifs, des associations. Et nous, on considère qu'on est là pour tous les accompagner, donc vraiment diffuser l'esprit d'entreprendre sur toute la région, puisqu'on est basé à Tours, Orléans, Blois-Bourges, mais aussi Chartres, Châteauroux, puisque l'Université d'Orléans, par le biais de ses sites distincts, je dirais, diffuse vraiment sur tout le territoire. Et c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur. Angela, est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres d'étudiantes entrepreneurs en région centre et en France? Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Allons-y. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout à la parité. Voilà. On s'en serait douté. On s'en est douté. En fait, quand on regarde un petit peu les statistiques, on s'aperçoit qu'au niveau des étudiants sensibilisés, on est à peu près à la parité. Quand je vous parle de Créa Campus, on a à peu près dans les salles, à chaque fois, autant de garçons que de filles. Donc, a priori, on va dire un intérêt bien réparti. Quand je regarde le statut national étudiant entrepreneur, c'est-à-dire le groupe d'étudiants qui se lance, enfin, en tout cas qui pousse l'idée. Ouais, qui va dire voilà mon idée, je viens pitcher, j'ai envie d'avancer, et ben là, ça fond. Alors donc on est en moyenne depuis 2014 en région centre autour de 28%, on était un petit peu moins précédemment, donc ça c'est plutôt la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça progresse.
C'est-à-dire que quand je regarde les résultats depuis les 3 dernières années, on était à 28, et puis 33, et puis 35, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, comme je suis une éternelle optimiste, je pars du principe que je regarde le verre à moitié plein et que donc voilà, ça va progresser. En tout cas, nous, on a envie que ça progresse. Et on œuvre toutes pour ça. Oui. Toutes et tous pour ça. Tout à fait. Alors Angela, Pépite et le ministère de l'Enseignement supérieur ont lancé une étude pour mieux comprendre les motivations et les freins justement des jeunes femmes à entreprendre. Donc vous avez monté l'Aurélique. Donc l'Aurélique, c'est l'Observatoire des représentations entrepreneuriales liées au genre chez les jeunes. Pouvez-vous nous en parler et nous présenter les grands axes de ce qui ressort de cette étude de 2021 ? Alors, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat chez les jeunes étudiantes et les jeunes femmes, mais je dirais que l'Aurélique est un observatoire qui s'est monté il y a un petit peu plus d'1 an. C'est un dispositif national qui est assez unique, puisqu'en fait, c'est 8 enseignants-chercheurs. Alors, vous connaissez, je dirais, le sérieux des enseignants-chercheurs, et puis on est aussi, nous, Pépites, universitaires et académiques, donc on s'appuie aussi sur cette richesse-là. Et donc, en fait, il y a une première étude qui a été menée avec une publication en février 2021 et qui portait sur 250 étudiantes entrepreneurs. Donc voilà, je précise, on est quand même sur un profil un petit peu particulier, en tout cas de jeunes femmes qui osent. On vous mettra, si vous le souhaitez, tout le rapport par le biais de Voyelles. Mais globalement, on commence à avoir un petit peu des informations, même si pour l'instant, je dirais, il n'y a eu qu'une seule étude de publier. Alors, il y a plein de choses très intéressantes. Moi, j'avais envie de partager deux éléments avec vous ce soir. Le premier qui me semblait intéressant, c'était de faire un focus sur les motivations à l'engagement d'entreprendre. C'est-à-dire, quand on interroge ces 250 jeunes femmes, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Pourquoi l'entrepreneuriat est important pour elles ? Et en fait, il y a 2 axes. Le premier, c'est qu'elles parlent pratiquement toutes, alors vous me direz, mesdemoiselles, mesdames, si vous êtes d'accord là-dessus ou pas, d'accomplissement personnel et professionnel. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat aujourd'hui est vécu comme une voie d'accomplissement. Alors, pour plein de raisons, ça a pu être dans le passé plus le salariat, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a cette volonté de s'accomplir professionnellement et personnellement. Personnellement, en devenant actrice ou auteur de sa propre vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur l'accomplissement professionnel, elles mettent en avant l'impact qu'elles peuvent avoir à leur niveau, alors pas, mais en tout cas, une volonté d'avoir un impact sur la société, sur le monde qui les entoure, voilà, que ça soit petit ou grand, en tout cas une contribution qui rentre dans cette notion d'accomplissement. Et la deuxième dimension qui était aussi intéressante dans cette étude, c'est de voir que les jeunes femmes parlent beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat est pour elles un axe qui va leur donner de l'autonomie, de l'indépendance. On est dans une notion de liberté. Et on s'aperçoit, alors, ce qui est peut-être vrai aussi pour les jeunes hommes, mais en tout cas dans cette étude qui portait sur les jeunes femmes, c'était très clair. En tout cas, il y a vraiment cette notion de l'entrepreneuriat comme un espace de liberté, peut-être aussi en lien avec ce que je disais précédemment, avec ces nouvelles formes, cette diversité d'entrepreneuriat qui leur ouvre des portes et qui leur permet en tout cas de se projeter, je dirais, dans le futur de façon plus positive. Donc voilà un petit peu dans les éléments que je voulais partager avec vous. Il y a un autre point aussi pour faire le lien avec ce qui a été dit avant et puis ce que disait Stéphanie, que je trouvais vraiment intéressant. C'est quand on leur demande quelles sont les qualités d'une femme entrepreneur, donc là c'est un petit peu la vision des jeunes femmes, elles vont parler d'abord de ténacité, elles vont parler de confiance en soi et en troisième de connaissance.
Donc on voit aujourd'hui apparaître alors ce qu'on appelle les soft skills, enfin en tout cas toutes ces notions, les connaissances, ça arrive, alors évidemment c'est important, mais quelque part les connaissances, les compétences, elles savent que on peut les acquérir, alors que peut-être que, comme on disait tout à l'heure, en ce qui concerne la ténacité, la confiance en soi, le fait d'oser l'image, comme disait Régine aussi, peut-être que là aussi, voilà, c'est quelque chose qui se travaille en amont des connaissances. Donc on voit le verre donc à moitié plein. Donc vous nous disiez qu'il y avait plus de femmes qui osaient se lancer dans l'entrepreneuriat parce que les chiffres étaient meilleurs, étaient augmentés d'année en année. Les étudiantes entrepreneurs que vous suivez se sentent-elles mieux armées, plus légitimes une fois que l'accompagnement est terminé? Alors, c'est à elles qu'il faut demander. C'est pour ça qu'on les a invitées. Moi, ce que je constate, pour être très honnête, pendant longtemps, on se disait il n'y a pas vraiment de problème. Parce que les étudiantes entrepreneurs qu'on voit, qu'on suit, je dirais, ce sont celles qui font un pas en avant. Donc, ce sont celles qui sont déjà plus armées. Donc, moi, je n'ai jamais eu d'étudiante qui m'a dit je me sens dévalorisée en tant qu'étudiante entrepreneur, etc. Elles sont déjà dans la démarche. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le step d'avant. C'est-à-dire comment je fais pour que ce taux de transformation il soit équivalent. Comment je fais pour qu'elles osent prendre la parole, comme on disait tout à l'heure, lever la main, voilà. On travaille aujourd'hui, on est en train on a monté des ateliers consacrés à l'assertivité. Donc, qui est un élément important pour tout le monde, évidemment, mais peut-être encore plus pour les étudiantes et les jeunes femmes. Quoique, on est parfois étonné parce qu'on a aussi des jeunes hommes qui nous disent c'est un sujet qui me parle, donc c'est quelque chose, je dirais peut-être de plus ample. Mais voilà, moi, mon objectif, ça serait vraiment... C'est le step d'avant. Ouais, c'est vraiment de travailler ce taux-là et que ce taux de transformation, qu'on en ait encore plus. Voilà, donc on se reparle dans quelques années, du coup. J'espère que dans un an, j'espère que ça sera déjà bien avancé. Merci beaucoup, Angela. Je t'en prie. Alors Camille, Flora, donc nous avons une première série de questions pour vous. Donc on disait, vous êtes toutes les deux d'anciennes étudiantes entrepreneurs et vous avez monté toutes les deux votre entreprise. Donc femmes, étudiantes, entrepreneurs, quelle force avez-vous puisé dans chacun de ces rôles pour pouvoir monter votre entreprise? Camille? Alors, au niveau femmes, je vais rebondir sur la détermination et la ténacité. On le voit, enfin en tout cas d'expérience, il faut prouver tout 2 fois. Et je dirais que c'est du coup sur ça que je me suis appuyée pour, en fait, que je m'appuie dessus tout le temps. En fait, voilà, c'est la détermination, la ténacité. Ça, je sais que c'est 2 choses en moi sur lesquelles, si rien ne va, je me ressente là-dessus. Et ensuite, on voit. En tant qu'étudiante, j'aurais pas su dire au début ce que je retirais de ça. Et en fait, ça vient d'une expérience que j'ai eue avec un collègue lorsque j'étais en doctorat, qui un jour m'a dit, d'ailleurs homme ou femme, et il m'a dit mais vous de toute façon, vous êtes encore étudiant, avec une condescendance incroyable. Et à ce moment-là, je me suis dit mais c'est super triste en fait, parce que lui il se considère plus comme étudiant, sauf que moi, même si j'ai plus de statut aujourd'hui, en fait je veux être étudiante toute ma vie, parce que pour moi c'est synonyme d'apprentissage et c'est synonyme de monter en compétences en permanence, ou en tout cas de cultiver la curiosité. Et c'est finalement vis-à-vis de cette conversation, enfin c'était pas vraiment une conversation, c'était descendant, mais c'est finalement via cette histoire où je me suis dit mais en fait c'est super triste ce que tu me dis, parce que moi je préfère être étudiante toute ma vie si c'est pour pas m'arrêter là et continuer à apprendre. Donc c'est côté étudiant, je dirais que c'est le côté apprentissage et curiosité. Puis le côté entrepreneur, ça rebondit finalement sur le fait de devoir tout prouver plusieurs fois en tant que femme. Mais en tant qu'entrepreneur, ce que j'ai appris surtout, c'est de me dire en fait, je suis pas obligée de sortir un produit qui est parfait du premier coup. Sortant du doctorat où j'avais besoin que tout soit carré, avancé, c'est assez inscrit quand même dans mes compétences, dans ma manière de faire en tout cas. Là, j'ai dû apprendre dans le côté entrepreneur que échouer, c'est pas très grave. Tant qu'on arrive à se relever, c'est ça le plus important, ou qu'on arrive à recommencer, ou qu'on arrive à s'adapter. Et finalement, sur ce point-là, c'est vraiment se dire, je lance un truc et on verra. Tant que derrière, je le fais évoluer, je le fais améliorer, mais oser, effectivement, et se dire, ça va pas être parfait, mais c'est pas grave.
Belle philosophie pour tous les entrepreneurs en herbe. Merci beaucoup. Flora? Du coup, tu as dit déjà beaucoup de choses. Hein. On inversera pour la prochaine question. Donc, je vais pas répéter tout ça, mais c'est sûr que moi, quand j'ai repris les études en 2018, et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à créer Apadia, ça a été vraiment le déclic, en fait, d'être étudiante, d'être femme, et du coup, de vouloir créer quelque chose. On le dit depuis le début, hein, le maître mot, c'est oser. De vouloir d'oser de faire quelque chose sans prendre forcément en considération les avis négatifs, si on peut appeler ça des avis négatifs. Merci. Flora, que vous a apporté l'accompagnement Pépite Centre Val-de-Loire? C'est Pépite, mais même avant Pépite, en fait, c'est Créa Campus, hein, comme tu le disais, Angela. Donc en 2018, moi, j'ai déjà eu d'autres diplômes avant. J'ai travaillé et en fait, au fur et à mesure des différentes expériences que j'ai eues, j'ai voulu me reformer dans le public adapté, donc pour faire la licence activité physique adaptée à Orléans en fac de sport. Et en fait, dès que je suis arrivée dans cette licence-là, j'ai vraiment eu le déclic. Mais je ne savais pas comment faire. Donc, je suis allée taper à la porte de Créa Campus en leur disant, voilà, j'ai une idée. Mais après, comment ça se passe, je ne sais pas. Et donc, jusqu'à mars, quasiment comme toi, là, actuellement, hein, jusqu'à mars, plein d'ateliers pour apprendre justement sur différentes thématiques. Et en fait, de plus en plus, on est lancé dans le projet. C'est ça qu'on veut faire. Donc, moi, après, j'ai passé le statut national d'étudiant, entrepreneur. Avec je crois que Vanessa, c'était toi, qui était à mon jury d'oral, d'ailleurs. Et puis après, du coup, Pépite. Et pour finir, Starter. Et donc, Pépite, ça m'a beaucoup apporté parce que on a eu énormément d'ateliers. Donc, il fallait essayer de concilier vie étudiante, du moins les études, plus les ateliers. On en avait quand même pas mal. C'est pas un reproche, hein, c'est plutôt chouette. Mais c'est vrai quand vous dites pas mal, c'est quoi pour donner une idée On en avait au moins, Créa Campus et Pépite, c'était au moins une par semaine. Et Pépite et Starter, des fois, c'était même 2 jours dans la semaine. Complet. Et ou des fois, des matinées, on allait au labo. Moi, je reprenais ma voiture, j'allais en cours. Voilà. Avec le statut national étudiant, ça me permettait de rater les cours pour une bonne raison, parce que tout était justifié. Je sens que je vais avoir des inscrits. Et du coup, de pouvoir aller à ces ateliers-là ou rencontrer des professionnels qui nous ont aidés pendant tout le parcours Pépite, Créa, Pépite et après Starter. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat et surtout, pourquoi vous l'avoir fait alors que vous étiez encore étudiante? Camille? J'y vais, ok. Alors moi, du coup, c'est pendant mon doctorat, en plein milieu de mon doctorat, crise existentielle. En fait, j'ai commencé à approfondir les questions environnementales, l'urgence climatique et les problématiques que ça pouvait apporter, en fait. Et mon doctorat était tourné high-tech, nanotechnologie, physique. J'ai tout fait dans ce sens-là. Et en fait, je me suis retrouvée avec une dissonance cognitive entre ce que je faisais mes valeurs environnementales, mes valeurs sociales qui évoluaient complètement dans un autre sens, à tel point que je me suis dit, en plein milieu, mais après mon doctorat, je ne peux pas continuer comme ça. Même avec toute la passion que j'ai pour les sciences, pour la high-tech ou pour la physique, je ne peux pas faire partie d'un système qui risque de creuser plus les inégalités ou creuser plus la problématique. J'ai besoin, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de faire partie d'un bout de solution, en tout cas. Et c'est ça qui m'a fait commencer à chercher en parallèle, à réfléchir à l'idée de Nectar, en tout cas à réfléchir à qui j'étais, ce que je voulais, et surtout comment je voulais travailler plus tard, et pour quel sens, en fait. Donc c'est vraiment pendant le doctorat. Et Flora ? Ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que quand j'ai repris les études, j'avais déjà quelque chose qui était en tête, je savais comment je voulais travailler, je ne savais pas juste comment le valoriser et par quel biais. Et donc en fait, c'est vraiment quand je suis arrivée à la fac, j'ai retrouvé des profs que j'avais 4-5 ans avant, et je leur ai dit, j'ai une idée, mais voilà, comment faire ? Et en fait, c'est là où après ça rejoint par rapport à la question de tout à l'heure. Est-ce que vous avez rencontré des freins en tant que femme et ou en tant qu'étudiante dans le lancement et... Des freins, non.
plus ah bon, t'es sûr? Bon, c'est pas un frein, hein, parce qu'on est là maintenant. Hein. Mais non, des freins non. Après, c'est sûr, plein d'interrogations, que ce soit de moi-même ou après de l'entourage, et du coup qui fait réfléchir et qui fait réfléchir différemment. Moi, ma maman, elle a vraiment compris que je voulais créer ma boîte quand j'ai gagné Pépite Starter. Ça faisait déjà 1 an quasiment que j'étais sur le produit et j'ouvrais 4 mois après, j'ouvrais quoi. Donc des freins non, je pense que c'est vraiment l'envie de faire qui fait que si on a des bâtons dans les roues, on les enlève et on avance quoi. Camille ? Je dirais pas de frein non plus, à part mes propres freins, c'est-à-dire le fait de douter, le fait de se dire là je change de thématique, est-ce que j'en suis capable? Enfin, en fait, le doute permanent, je dirais, quand on entreprend ou dans la vie courante, de toute façon, je dirais que c'est le premier frein, c'est la confiance en soi. J'ai toujours eu un cercle familial qui m'a poussée, peu importe ce que je faisais, mais vraiment peu importe, tant que j'assumais en fait mes choix. Donc c'est pas tant, j'avais le soutien pour avoir confiance en moi, mais en fait quand on arrive dans le monde réel, les avis ou les ressentis sont pas les mêmes et on se heurte à ça aussi et ça peut abîmer sa confiance en soi. Donc je dirais que moi c'était mon seul frein que je combats tous les jours, on va dire. Alors, comment avez-vous concilié vie étudiante, vie personnelle et vie d'entrepreneur? Camille? Pendant les études, toutes les expériences en tout cas d'entrepreneuriat que j'ai pu avoir, donc avec Pépite ou encore avant en école d'ingé, j'avais aussi fait, alors c'était Campus Création moi à Lyon. C'était un peu des bouffées d'oxygène pour moi. C'était un peu un loisir chronophage quand même, mais une sacrée bouffée d'oxygène par rapport au quotidien en fait que j'avais à l'école. Et j'adorais mon école, mais c'était un peu source de créativité, source d'expérimentation, l'entrepreneuriat. Donc ça faisait partie j'ai raté quelques soirées quand même, mais ça s'est bien passé. Après maintenant, j'aborde plus l'entrepreneuriat ou les études, enfin en tout cas les projets que je les aborde plus avec le même regard. Aujourd'hui, j'ai besoin que ma vie pro et ma vie perso soient équilibrées. Donc il y a des moments, il y a des phases où je vais devoir vraiment beaucoup travailler parce que j'ai des projets, etc. Mais en fait, je veux plus que ça devienne la norme. Si j'ai envie d'avoir des projets à côté, des projets de trek, d'aventure en famille ou autre, en fait, pour moi maintenant, ça a la même importance que mon métier. Si un mois je gagne un petit peu moins, c'est pas grave parce que c'est pas ce que je cherche. Finalement, ce que je cherche, c'est avoir assez pour vivre chaque mois, mais je cherche pas le profit plus que ça. Finalement, je cherche l'épanouissement. Donc finalement, ça s'équilibre bien en fonction des opportunités et des projets. Et Flora ? Et puis, moi, j'ai eu la chance de vivre du moins deux études différentes, c'est-à-dire mes premières études comme une étudiante lambda. Hein. On profite à fond. Les Stapsiens sont reconnus pour faire pas mal la fête. J'étais dans ce lot-là. Après, j'ai profité aussi pour aller 1 an en Erasmus pour faire une licence entraînement sportif. J'ai tellement adoré le pays que j'ai posé mes affaires là-bas. Je suis restée quasiment 3 ans au Portugal. Et quand je suis revenue en France, j'ai gagné dans plein de niveaux. Et c'est là où je me suis dit, OK, maintenant, je me pose. Et donc, quand j'ai repris la fac en 2018, j'étais plus la même étudiante qu'il y a 5 ans. Ils m'appelaient un peu tous la maman quand il fallait aller les chercher en soirée et que c'était 4 h du mat. Je me levais et j'allais les chercher. Parce que justement, moi, à côté, j'avais Pépite. Je travaillais aussi à côté, dès que je pouvais, des petits jobs. Donc, vie étudiante et vie perso, c'était aussi avec un agenda où tout était dans mon agenda. Voilà, différentes couleurs pour Pépite, différentes couleurs pour le perso, pour la fac. Et j'arrivais à agencer tout ça. Et puis après, par rapport à la vie perso, je me suis toujours dit que mon entreprise n'allait jamais empiéter sur ma vie perso et vie perso, jamais dans l'entreprise. Alors au début, c'est compliqué. Hein. Je me suis retrouvée des soirs à bosser très tard, des week-ends pareil. Et puis, j'ai commencé à arrêter de le faire il y a 8 mois, alors que j'ai ouvert il y a maintenant presque 1 an et demi, hein, parce qu'on veut toujours, comme tu disais, on veut toujours être parfait, on veut toujours que les adhérents ou clients soient contents. Et en fait, j'ai commencé à mettre un peu des deadlines sur certaines choses. Et puis, ça permet aussi, voilà, comme tu disais, quand tu as envie d'aller faire un truc à l'extérieur, tu le fais.
Quand c'est dans le pro, c'est dans le pro. Et du coup, c'est pour ça aussi que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je suis enceinte. Et donc, voilà, pas de barrière. On verra. vie. Carpe C'est la diem. vie. Alors Camille Justo, vous le disiez, hein, donc vous êtes docteur en physique, vous travaillez dans la low-tech, donc ce sont des domaines où il y a plus d'hommes que de femmes. Comment évoluez-vous dans ce milieu masculin en tant que femme ? Alors effectivement, j'ai fait une école de chimie quand même où là il y avait la parité. Mais ensuite sur la physique, sur la microélectronique, c'est essentiellement des hommes. Je me suis imposée un petit peu, c'est-à-dire que on va pas se mentir, il y a un sexisme ordinaire qui est omniprésent. Sans que ça parte d'une mauvaise intention. Je pense que c'est le principe un peu du sexisme ordinaire de toute façon. Et finalement, moi, au quotidien, ça a été un peu générateur de frustration. Parce que je viens pas d'un milieu... Enfin, j'ai toujours pu faire ce que je voulais. Mes parents m'ont poussé à faire du rugby. Je fais un sport de combat. Mon mari est super content quand je vais bricoler et que je reviens. Je ressemble à rien. Il n'y a pas de souci. J'ai toujours l'air plus badass, il me dit. Donc, je viens pas d'un milieu... où c'est un problème. Et quand je suis arrivée dans ce milieu-là, finalement, là, ça a été générateur de frustration. Mais en retour, j'ai refusé la plupart du temps, dès que je le pouvais, ou dès que j'avais l'esprit, en tout cas, de me dire « Ah, là, je peux réagir ». J'ai refusé un peu ce sexisme. Juste dire ça me fait pas trop rire, cette blague-là. Ça, c'est sexiste. Juste comme ça. Ce que disait Régine tout à l'heure. C'est ça. Juste le dire, ça donne l'image d'une rabat-joie au début. Et j'ai eu le plaisir, à ma soutenance des thèses, de voir tout mon labo se déplacer, malgré tout, pour voir ma soutenance. Donc, il y a une différence, en fait, entre l'attitude et l'image, en tout cas, qu'on pense donner. Et puis, de temps en temps, ça impacte, en fait, ça influence aussi de l'autre côté. Dans le monde des low-tech, c'est un petit peu différent. C'est un monde qui se veut plus ouvert, qui déconstruit beaucoup d'imaginaires liés à l'environnement ou liés au social. Donc, il y a une ouverture, une inclusion qui est un peu plus facile. Malheureusement, ça attire beaucoup plus d'ingénieurs que d'autres styles de métiers actuellement, alors que c'est ouvert pour tous. Donc, il y a quand même des mauvaises habitudes qui sont là. Mais il y a une volonté de déconstruire, il y a une volonté d'inclusion qui fait que derrière, moi, ça me laisse le champ d'oser aussi. Et de dire, moi, mes compétences, elles sont là, ou moi, j'ai envie de dire ça. C'est un peu plus simple, en tout cas. Flora Pinault, pensez-vous que les femmes abordent l'entrepreneuriat différemment ? Oui et non, je pense. Moi, je ne m'étais pas posé la question, en tout cas dans le négatif au début que j'ai créé. Je me suis posé la question, du moins. On m'a amené à me poser la question quand, au moment où j'ai dû avoir un emprunt bancaire pour Apadia, on m'a dit oui, mais tu as une garantie derrière ? Bah oui, c'est mon projet. Pourquoi j'aurais besoin d'une garantie en fait ? Ah non, il vous faut une garantie. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, en fait, est-ce que j'aurais dû l'aborder différemment ? Ou est-ce que, voilà, je sais pas, mais c'est là où je me suis posé la question, où en fait, on n'est pas forcément égal aux hommes par rapport à certaines choses. Et donc, j'ai dû avoir un emprunt à mon nom perso, avec Initiative Loiret, et cet emprunt perso, en fait, m'a permis d'avoir un emprunt à la banque, pourtant qui n'était pas excessif. Mais du coup, voilà, ça fait partie. Pareil pour le local, d'avoir un garant avec des garanties. J'ai dit à la propriétaire, mais vous demandez quoi là ? Même mes parents qui sont à la retraite, c'est pas possible. Donc ça sera mon conjoint avec ça, et ça sera tout quoi. Et donc elle a accepté. Mais voilà, c'est sûr que je pense que oui et non, il faut l'aborder ça dépend du projet, ça dépend aussi de la personne. Mais c'est sûr que c'est abordé différemment. Malheureusement. Camille, Flora, merci beaucoup. Alors, chez Pépite, le 8 mars, ce n'est pas que le 8 mars, en fait, c'est tout le mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois de l'égalité. Et donc, j'invite toutes celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par le sujet pour se connecter le 23 mars en visio à la conférence Waouh qu'organisera Pépite. Et donc, n'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux de Pépite pour en savoir un petit peu plus et puis pour pouvoir vous inscrire. Et puis, on va lancer tout de suite une vidéo de Pépite avec des idées pour mettre en avant des femmes entrepreneurs.
privilégier un petit peu plus les femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat par rapport aux hommes. Je pense qu'une bonne médiatisation permettrait à ces femmes de se faire connaître et permettrait peut-être de donner envie à certaines femmes de justement se lancer dans l'entrepreneuriat. En parler dans les cours. Tout ce qui est témoignage, qu'on fait passer dans les écoles, etc. Je pense que ça touche pas mal les jeunes. Qu'il y ait plus de visibilité en général par les médias, par tout ça, parce que le fait que je connaisse pas les visages que vous m'avez montrés, ça montre déjà quelque chose. Inspirer peut-être d'autres femmes qui veulent faire pareil. Ouais. Leur donner plus de chance, peut-être que ce soit genre que ce soit en stage ou en alternance, ou trucs comme ça, leur permettre d'évoluer plus que des hommes, faire en sorte de définir des pourcentages d'entretien pour équilibrer. C'est une égalité de salaire. Bon, ça serait, je sais pas, peut-être déjà aux médias de plus en parler, de plus les sélectionner. Même faire des reportages déjà même sur les femmes. Déjà l'égalité homme-femme, que ce soit égaux, qu'une femme ne soit pas rabaissée parce qu'elle est une femme, mais pas parce qu'elle fait. Ce serait en parler et valoriser leur travail, je pense. Parce qu'on a tendance à les oublier alors qu'elles ont créé des trucs qui sont intéressants. Juste en parler autour de nous en fait. Et qu'on voit un peu plus leur visage parce que j'avais jamais vu leur visage. L'entrepreneuriat étudiant chez les femmes, ce n'est que 24%. Et Pépite Centre-Val de Loire s'est donné la mission d'aider les étudiantes à entreprendre. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Cette table ronde, Angela et Régine, donc pour continuer sur cette question, quelle serait selon vous la solution miracle pour inciter plus de femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et puis la solution pour valoriser plus les femmes entrepreneurs? Alors moi, hélas, je n'ai pas une baguette magique et puis je ne crois pas beaucoup aux solutions, aux remèdes magiques et immédiats. Je pense que tout est un peu combat. Et je pense qu'il y a pas une action, mais plusieurs actions, parce qu'en fait, il y a plusieurs profils de jeunes femmes. Comme vous le savez, nous, on est assez pragmatiques, donc on va proposer toute une palette. Un point, par exemple, très important que Flora a un peu abordé, c'est le financement. C'est-à-dire que les jeunes femmes vont moins poser de questions ou vont demander moins de financement. Donc, par exemple, dans le cadre de Pépite, on leur montre tout un panorama de ressources qu'elles peuvent avoir et on va leur montrer aussi les combinaisons possibles. Donc de façon très concrète, les amener à essayer de voir est-ce que ce qu'elles demandent comme financement est suffisant ou est-ce qu'elles peuvent aller plus loin. Parce que concrètement, c'est une réalité que les jeunes femmes et les femmes en général sous-estiment toujours un peu leur projet. Donc c'est des choses qui peuvent être assez concrètes comme cela. Moi je crois aussi, c'est pour ça qu'on avait fait ces vidéos, je crois beaucoup dans les rôles modèles, mais aussi dans le réseau. Donc, c'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on va continuer à faire, c'est de mettre à l'honneur des étudiantes, leur faire rencontrer des femmes et des hommes comme ceux qui sont présents aujourd'hui. On a la chance, je pense, il y a le PAREF en ce moment, le plan d'action régional entrepreneuriat aux femmes, qui essaie de mettre en relation les étudiantes et les jeunes avec toutes les associations et puis toutes les femmes qui sont dans ces associations, parce que, comme disait Régine tout à l'heure, je crois qu'on est là pour s'entraider, pour aider aussi les jeunes garçons, mais peut-être valoriser plus les actions et les projets des jeunes femmes. Et peut-être aller les chercher aussi un petit peu, en leur disant mais viens, on va faire une vidéo, on va présenter, on l'a fait avec Flora et Camille, mais vraiment les mettre dans la lumière. Voilà, en tout cas, je pense que c'est important d'avoir ce rôle-là. Mais j'ai pas de baguette magique, hélas. Merci Angela. Et vous, Régine? Moi non plus, j'ai pas de baguette magique. Moi, je crois que, en fait, il faut œuvrer depuis la maternelle pour que progressivement, elle puisse s'envisager comme aussi entrepreneuse. Et je crois aussi que il y a beaucoup de femmes dans la salle. Je crois que quand on est arrivé
à quelque chose qui, voilà, à faire un métier qui nous plaît. Et je pense qu'on a un rôle aussi, non seulement de mettre les jeunes femmes en rôle modèle, mais aussi de les aider. C'est-à-dire, toutes les femmes, on devrait au moins une fois dans sa vie faire au moins une action de mentorat, parce que c'est aider, c'est donner la chance à une jeune femme. Parce que moi, je sais que j'ai mentoré une jeune femme et cette année, elle mentor. Et donc, ça veut dire qu'on essaime aussi comme ça. C'est quand on voit une jeune femme qui est un peu trop, qui reste un peu au fond, et c'est d'aller l'aider tous les jours au quotidien. C'est ne pas laisser passer quelque chose, même dans les repas de famille, parce que, ça va aussi simplement que ça. Et puis, je crois qu'il y a des initiatives. On l'a bien vu dans la crise qu'il y a eu, c'est que à la télé, les experts c'était que des hommes. Tous les médecins, tous les scientifiques, il y avait que des hommes. Et donc, il y a des initiatives avec des sites internet, alors je ne l'ai plus en tête, mais voilà, les expertes qui collationnent des noms de femmes qu'on peut solliciter. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi que les journalistes et que les médias ils soient invités à ça. Alors, de la même manière qu'aujourd'hui, on sait que la loi qui a demandé à ce qu'il y ait des femmes, un pourcentage de femmes dans les conseils d'administration, ça a fait bouger les choses. Et par exemple, quand vous parliez, Camille, des écoles d'ingénieurs, on sait que par exemple, Polytechnique a perdu du pouvoir économique parce que dans les conseils d'administration, comme il a fallu plus de femmes, chez Polytechnique, ils ont un pourcentage de femmes qui est bien moindre. Et donc, ils sont en train de se dire, il va bien falloir qu'on trouve un moyen d'avoir plus de femmes à Polytechnique parce que sinon, Polytechnique va perdre du pouvoir économique. Et donc, ça veut dire que la loi, on peut se dire les quotas, peut-être que c'est pas terrible, il n'empêche que ça fait bouger. Donc là, aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir des quotas sur les femmes dans les conseils, les comités de direction, et peut-être que c'est un mal, mais qu'en tout cas, on sait que ça fait bouger les choses. Et au bout d'un moment, ils vont bien être obligés d'aller chercher dans les organisations des femmes pour les faire monter, et que plus il y aura de femmes, plus il y en a qui penseront que c'est possible. Donc je crois que dans le mode économique, ça permettra aussi, si ça bouge chez les étudiantes, elles pourront le faire. Et je crois que tout à l'heure, quand on avait Héloïse de chez Servier, je crois aussi que les femmes qui, au sein des entreprises, contribuent à créer des associations pour créer des réseaux au sein des organisations et qui après essaiment vers l'extérieur, toutes ces initiatives-là, je crois qu'elles aident. Merci beaucoup. Je peux juste rajouter quelque chose. Je pense qu'il y a un point qui est important aussi, c'est la constance dans le temps. Et je voulais prendre le temps de remercier Voyelle, qui est un acteur important au niveau régional. Stéphanie a monté cette association, mais je dirais qu'on peut compter dans le temps sur vous, et c'est important aussi pour les acteurs avec qui vous travaillez et pour les étudiantes. Voilà. Donc, merci Angela. Merci à toutes les quatre. Et puis je pense que vous avez finalement conclu pour nous cette table ronde. En tout cas, on espère vraiment que ça pourra donner envie à plus de femmes, de jeunes filles d'oser entreprendre et puis d'oser tout court. Alors, tous les ans, habituellement, au Rendez-vous Voyelle, on a un rendez-vous culture qu'on n'a pas organisé cette année, mais on voulait quand même vous présenter rapidement, puisqu'on sait que le temps est un petit peu dépassé, donc on va le faire très rapidement, mais vous présenter quand même quelques livres pour vous donner quelques idées de lecture. Alors Cécile, je te laisse la parole. Du coup, effectivement, je vais commencer. Alors moi, je suis plutôt bande dessinée. J'aime bien quand c'est bien illustré, et celui-là, bon, a priori, je pense que à peu près toute la salle le connaît. Donc c'est les culottés, donc guerrière apache, sirène hollywoodienne, gardienne de phare, créatrice de trolls, gynécologue, impératrice. Les culottés ont fait voler en éclats les préjugés et ne renoncent jamais. Donc dans chaque tome, il y a 2 tomes. C'est 15 portraits de femmes qui ont bravé tous les obstacles pour inventer leur destin et mener la vie de leur choix. C'est une bande dessinée qui est accessible, on va dire, à tous, dès le plus jeune âge, accompagnée, j'ai envie de dire. C'est bien d'accompagner à la lecture les enfants. Moi, je sais que ma fille de 7 ans, je l'accompagne dans la lecture de ces tomes parce qu'il y a des sujets qu'elle ne comprend pas encore et qui sont pas de son âge, mais par contre à partir du collège, voilà, c'est une très bonne lecture. Et je voulais aussi vous présenter, alors je suis toujours dans la BD, hein, vous voyez,
j'ai beaucoup plus de facilité à traiter des sujets de société via la bande dessinée. Donc, je voulais vous présenter ce livre que j'aime beaucoup, qui déjà est très beau. Je le trouve vraiment très beau. Donc, ça incite à lire. C'est une bande dessinée donc, sur l'histoire de Simone Veil, l'immortelle. Vraiment, si vous avez l'occasion de passer par nos librairies en centre-ville, n'hésitez pas à l'acheter. Ça retrace toute sa vie, avec des flashbacks sur son enfance, son passage par les camps, comment elle accède aussi à la politique, le vote de la loi pour l'IVG, etc. Vraiment une superbe lecture, donc je vous la recommande vivement. Alors moi je voulais vous présenter 3 livres. Le premier, Les Grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, de Titiou Lecoq. Donc c'est l'enquête qui a été menée par cette essayiste et romancière au fil des siècles, qui s'est aperçue que les femmes sont les grandes oubliées des manuels d'histoire, alors qu'elles ont toujours joué un grand rôle. Ça commence finalement dès le début, dès la préhistoire, où en fait elle s'est aperçue que les femmes préhistoriques également partaient à la chasse, partaient à la cueillette, savaient tailler des silex. Et donc voilà, tout au long de son livre, Titiou Lecoq montre que les femmes également ont fait l'histoire. Et voilà, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est que l'histoire des femmes, c'est pas que l'histoire des femmes, c'est aussi la vôtre, messieurs, et vous êtes aussi les descendants de ces femmes qu'on a oubliées, réduites au silence. Donc elle incite à ce que cela ne se reproduise plus, puisque toutes ces femmes, elles ont régné, elles ont gouverné, elles ont combattu, elles ont milité, elles ont écrit, bref, elles ont eu un rôle et elles n'étaient pas uniquement des spectatrices d'un monde dirigé par les hommes. Le deuxième livre, donc, c'est le livre qui a été coécrit par Régine Jean Rabréchaud, Audacieuse en entreprise, les 9 étapes pour briser le plafond de verre, et que je vous recommande chaudement. C'est un livre qui est vraiment inspirant, qui est également très facile à lire, et qui va vous donner les clés pour prendre en main votre destin professionnel, quel qu'il soit, entrepreneur ou non, et vous trouverez de nombreux conseils pratiques dans ce carnet de coaching. C'est vraiment comme si vous étiez coaché directement finalement par Régine, avec des thèmes, et qui est vraiment très facile à lire, à intégrer pour une mise en pratique. Moi, il y a un thème que je voulais mettre en avant, parmi d'autres, osez avoir confiance en vous. Voilà, je pense que ça peut être le message. Voilà, et pour terminer, un livre qu'on avait présenté l'an dernier, Les Digitales de Fabienne Legrand, qui a été lancé, initié par Engie. Et là encore, un livre facile à lire, avec de nombreux témoignages de femmes qui travaillent dans le digital. Et malheureusement, si les femmes ont été pionnières du milieu dans le domaine informatique, elles sont aujourd'hui trop peu nombreuses à travailler dans le digital. Donc, mesdemoiselles, surtout, n'hésitez pas à saisir cette opportunité. On sait que la plupart des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui et qui seront essentiellement dans le digital. Donc voilà, osez là aussi intervenir, rencontrer les métiers du digital. Voilà pour cette petite parenthèse culturelle. L'instant culture est terminé. Alors, avant de conclure cette conférence, je voulais donc remettre les prix pour les pitchs, donc les 2 pitchs que nous avons sélectionnés, que vous avez pu voir en vidéo et ici en présentiel avec Léa. Donc le premier prix, donc d'une valeur de 5 000 €, donc qui compte un an d'accompagnement Progel, un coup d'aile pour booster le projet, une adhésion voyelle, une mise en lumière du projet, un portrait photo sur les réseaux de l'association et un bon Fnac de 75 €. Donc va à Clémentine. Donc le projet vidéo que l'on a vu, Clémentine qui est en Argentine, je peux l'applaudir. Et donc le deuxième prix d'une valeur de 600 €, donc un coup d'aile pour booster le projet, une adhésion voyelle, une mise en lumière du projet, un portrait photo et un bon Fnac de 50 € va à Léa pour son projet. Bravo Léa. Et on te souhaite vraiment beaucoup de réussite et voilà. Et surtout d'aller déposer tes statuts. On te souhaite, c'est le mal qu'on te souhaite. On peut l'applaudir. Et donc avant de passer à la partie convivialité, je tiens à remercier tous les invités qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous, avec nous. Vraiment, merci beaucoup pour vos témoignages. On a dépassé le temps, mais sincèrement, voilà, ça nous fait du bien aussi de vous avoir parmi nous. C'était riche, c'était intéressant. Très, très riche. Merci donc, Régine Jean Rabréchaud, je pense qu'on peut l'applaudir. Héloïse Blondeau des Essentiels. Stéphanie Hublin-Besson.
Donc on peut aussi remercier les vidéos que l'on a eues avec Frédéric Ballner et Laura Drouet. Excusez-moi pour l'anglais. Et puis remercier Angela Altès-Mathieu, Camille Jussot, Flora Pinault. Merci beaucoup. Je voulais également remercier tous les étudiants qui ont participé à la vidéo. Donc Antoine Fouchard, Anton Morizet, Marie Sajot, Hugo Da Silva, Valentine Montagne, Enzo Borel, Armance Molvo, Aurélie Legrand. Merci beaucoup. Je voulais également vous remercier les deux jeunes femmes qui ont pitché, donc Clémentine Rubio et Léa Eudz. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Et puis, cette journée ne serait pas cette journée sans tous nos partenaires. Et donc, je tenais à remercier très chaleureusement nos partenaires sans qui, on ne pourrait pas monter ce genre de journée. Donc, la CMA, Helicom, Andels, l'ISC, Orcom, la Technopole, PM Filtration, le Studio 16, Sully Promotion, Telem et Thierry Perche. Merci beaucoup. Et enfin, je voudrais remercier tous les membres qui ont organisé cette journée. Remercier très chaleureusement Justine, notre chef de projet événement, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle attend un heureux événement. Merci également à tous les bénévoles qui ont œuvré aujourd'hui pour faire en sorte que tout se déroule comme on l'avait imaginé. Merci à toi Vanessa pour avoir animé et organisé cette conférence. Et puis, je voudrais remercier, donc je vais vous inviter à présent à rejoindre l'espace convivial où nous allons pouvoir déguster un cocktail réalisé par le lycée hôtelier d'Olivet. Donc merci aux élèves pour leur présence ici ce soir. Merci à eux pour toute la préparation du cocktail en amont. Je remercie également la chef de Laval, qui est la prof de cuisine, Monsieur Petit-Pierre, qui est le prof de service, Madame Billot, qui est la directrice déléguée aux formations. Merci beaucoup et je vous invite à poursuivre les échanges au niveau du cocktail. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.